Fragile, sans équilibre, Madame Martin tient à peine sur ses jambes. Et normalement, en observation, je ne suis pas censée faire sa toilette. Le visage, t'attaques le corps, devant, derrière, les bras, sous les bras, partout, comme toi tu te fais ta toilette. D'accord. Les jambes, rentre dans la salle de... Vas-y. Hop. T'es gentil, hein? Allez, c'est parti. Par le visage? Attendez, allez aux toilettes alors. De quoi, si? Mais si tu la laisses faire, t'as pas fini. Dans ton quart d'heure, t'es encore. Hein. Oui, mais je peux pas lui imposer de ne pas... Si? Ouais, mais c'est parce que pendant une heure, elle va te dire qu'elle a envie de faire caca alors qu'elle est déjà faite. Moi, au début, j'étais comme toi et je passais 3 quarts d'heure à attendre qu'elle daigne vouloir... Peu de temps, peu de respect. Madame Martin n'aura pas le droit d'aller aux toilettes. On va faire la toilette, regardez, c'est bientôt. Allez, je vous rince le visage, madame. Fermez les yeux. Je vais vous rincer. En plus, l'eau, elle est chaude. Ça va vous faire du bien. Bonsoir, vous êtes sans doute bien installé, vous êtes seul ou en famille et vous vous demandez ce que va vous proposer ce nouveau magazine. Qui sont les infiltrés? Eh bien, ce sont des journalistes qui ne se contentent pas des réalités officielles. Ce sont des journalistes qui veulent vivre et montrer les situations de l'intérieur. Ce sont des journalistes qui se sont infiltrés dans des univers ou des institutions sur lesquels on s'interroge pour dévoiler leur vrai visage ou en tout cas celui qu'on n'a pas l'habitude de voir, sans volonté de nuire, avec sincérité, avec le seul souci de la vérité. Ces journalistes équipés de caméras camouflées seront vos yeux et vos oreilles à travers eux 2 fois par mois le mercredi soir. C'est vous qui serez projetés dans ce monde en découvrant ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Bienvenue dans ce premier numéro des Infiltrés. Ce soir, autant le dire, le film et le débat qui suivra risquent de remuer tous ceux qui sont attachés à leur famille et à leurs parents. Il a pour objet la maltraitance ordinaire dans les maisons de retraite. Pourquoi ce thème est-il brûlant? Parce que les personnes âgées, et surtout les personnes âgées dépendantes, sont de plus en plus nombreuses, et aussi parce que leurs conditions de vie tournent parfois au casse-tête pour toute la société qui préfère souvent ne pas affronter le problème. L'une de nos journalistes s'est donc infiltrée dans une maison de retraite, comme stagiaire aide-soignante, une maison ordinaire, comme il en existe beaucoup, ni pire ni meilleure qu'une autre. Elle s'est fondue dans le décor, elle a observé. Voici ce film. Juste après, je vous présenterai tous ceux qui auront à répondre, à débattre peut-être, car les questions ne manqueront pas. Ils sont ici avec moi. D'abord, voici notre enquête. Oubliés, isolés, insultés. En France, 35 000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu à domicile, mais aussi parfois en maison de retraite. Personnel sous-qualifié, absence de soins médicaux, structure sans contrôle. Que se passe-t-il exactement dans certains établissements? Vous me faites mal, hein? Eh ben, vous avez qu'à arrêter! Aujourd'hui en France, 1 million de personnes à plus de 85 ans. D'ici 2020, elles seront 2 millions. Pour mener son enquête, l'une de nos journalistes s'est infiltrée dans une maison de retraite. Pendant plusieurs semaines, Carole s'est fait passer pour une stagiaire aide-soignante. C'est le bordel, hein? Le vrai bordel. Des plaintes de famille, des témoignages, des appels. Après plusieurs semaines, les dossiers s'entassent sur mon bureau. L'un d'entre eux retient plus particulièrement mon attention. Il s'agit d'une maison de retraite publique. Pour découvrir les méthodes de travail des soignants et les conditions de vie des résidents, je décide de m'y infiltrer.
Sans diplôme, difficile d'être embauchée comme aide-soignante. Pour l'occasion, je m'inscris en BEP sanitaire et social et j'obtiens alors rapidement un poste de stagiaire en observation. Quelque part sur une route de province. Il est 8h30. Équipée d'une micro-caméra dissimulée, j'ai rendez-vous ce matin avec l'infirmière en chef de l'établissement. À bord d'un véhicule aux vitres teintées, le reste de mon équipe se positionne discrètement en face de la maison de retraite. Munie de ma convention de stage, je dois d'abord régler quelques formalités d'usage. Bonjour. Merci. Oui. Fini la théorie, fini les cours. Dès mon arrivée, le ton m'est donné. Vous verrez, c'est comme dans tout, il y a la différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Hein, l'art de la pratique, c'est d'appliquer au mieux la théorie. Et pas forcément les moyens financiers, humains, matériels pour mettre comme la théorie. Mais je veux dire, c'est vraiment de l'improvisation parfois, mais bon, voilà, dans notre milieu, c'est un peu ça aussi. Bonne chance. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Dans cet établissement, les consignes sont claires. Il faut savoir s'adapter. Dehors, je rencontre une infirmière. C'est elle qui m'accompagne dans le bâtiment auquel je suis affectée. Donc ici, le bâtiment, c'est un bâtiment de 36 résidents. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. Carole, c'est ça? Carole. Elle est en stage. C'est bien. Elle va venir travailler un peu avec les aides-soignantes. C'est bien. Enchanté. Enchanté monsieur. Dans les étages, elle me présente Odile, l'une des aides-soignantes de la maison. Je vous présente Carole. Elle va Bonjour. faire un stage un peu avec vous. Elle va faire un peu chez vous, un peu en face. D'accord. Donc juste de l'observation au niveau aide-soignant. Donc vous pourriez lui montrer un petit peu comment faire une toilette, comment les lits, tout voilà, ça. les lits, ce que vous faites en général. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Je vais vous laisser aller au vestiaire, puis après vous remontrer avec l'équipe. D'accord. N'étant ni formée ni expérimentée, dès le départ, je me suis fixé les limites de mon infiltration. Ne jamais prendre le risque de mettre en danger un résident par un geste inapproprié. Et pourtant, à peine habillée, Odile, l'aide-soignante, me demande immédiatement de faire la toilette d'un pensionnaire. A priori, un geste dans mes limites. De toute façon, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, c'est en pratiquant que tu apprendras. D'accord. Donc, de toute façon, comme on m'a dit, tu sais tomber, tu sais faire une toilette. Je vais te faire faire... Bonjour. Ça va, Bonjour. Tu poses ton nounours, puis tu vas aller te laver avec Carole. Ah mais tu restes pas... Je sais pas faire. De toute façon, c'est pas dur, tu la déshabilles complètement. Fragile, sans équilibre, Madame Martin tient à peine sur ses jambes. Et normalement, en observation, je ne suis pas censée faire sa toilette. Le visage, t'attaques le corps, devant, derrière, les bras, sous les bras, partout, comme toi tu te fais ta toilette. D'accord. Les jambes, rentre dans la salle de... Vas-y. Hop. T'es gentil, hein? Allez, c'est parti. Par le visage? Attendez, allez aux toilettes alors. De quoi, si? Mais si tu la laisses faire, t'as pas fini. Dans 3 quarts d'heure, t'es encore. Hein. Ouais, mais je peux pas lui imposer de ne pas... Si? Ouais, mais c'est parce que pendant 1 heure, elle va te dire qu'elle a envie de faire caca alors qu'elle est déjà faite. Moi, au début, j'étais comme toi et je passais 3 quarts d'heure à attendre qu'elle daigne vouloir... Peu de temps, peu de respect. Madame Martin n'aura pas le droit d'aller aux toilettes. On va faire la toilette, regardez, c'est bientôt. Allez, je vous rince le visage, madame.
Fermez les yeux. Je vais vous rincer. En plus, l'eau, elle est chaude. Ça va vous faire du bien. Allez, je vais vous faire le corps. J'ai mis trop de savon. J'ai un problème avec le gel douche. J'ai mis trop de savon. Oh. Tu fais des misères à la dame? Non, pas du tout. De toute façon, au pire, si t'es suisse, tu vois que ça mousse encore, tu sèches. T'as chronométré en combien de temps tu faisais une toilette? La toilette plus les lits, je mets un quart d'heure. 15 minutes, ça. Ouais. Donc ça fait quoi? 10 minutes de toilette, 5 minutes de lit? Ouais, quelque chose près, ouais. À peu près. Conditions de travail difficiles. Dans cet établissement, les soins se font à la chaîne. Malheureusement, on est un peu contraint de faire les toilettes comme des robots, quoi. Parce qu'on ne sait pas. Bon, quand on est 3, ça va, mais quand on est 2 pour 36 résidents, c'est impossible, quoi. Faut faire les toilettes, faut faire le déjeuner, faut distribuer le déjeuner à tout le monde. Après, faut débarrasser tous les plateaux, faut nettoyer les tables. Après, faut faire la vaisselle. Après, faut refaire les toilettes. Et tout ça en sachant que à 12h30, faut que tu sois en bas pour faire le service de table, quoi. 30 minutes plus tard, dans une chambre au 2e étage, un retraité attend sa toilette. Odile semble avoir changé d'humeur. Le vieil homme en fait les frais. C'est pour aujourd'hui la figure? Non, c'est pour demain. De toute façon, on va faire la toilette. Comme ça, ça vous évitera de râler. Non, ça évitera de râler. C'est pas vrai parce qu'il va râler encore plus. Bon, c'est bon. C'est bon quoi? Je vous fais rien là. Je suis en train de monter le lit. Donc tu te mets au niveau de son bras là. Voilà. Comme ça, monsieur va arrêter de s'accrocher. Alors lui, dès que tu le manipules, il se raidit. Ah. Voilà. Ça va aller. C'est la génération où ils connaissaient pas la douche ni la toilette. Et plus ils avaient de crasse, plus ils avaient chaud. Ah merde! De la merde? Non, j'en ai pas de merde. Ah non! J'ai mal. Vous frottez pas les yeux? Vous avez du savon sur la main? Oui, vous avez du savon, monsieur. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Tous les jours, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Hein. Ça va? Non, j'ai mal. Vous avez pas la tête qui tourne aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre. Mais arrêtez de vous frotter les yeux. Ça va vite? Y a pas de détails là. Hein. C'est t'enchaînes et puis t'as pas le choix. Quoi. Sinon, sinon t'as jamais fini. Hein, malheureusement. Alors là, ça va être la partie de rigolade. Bah c'est bien, tu vas m'aider, tu vas pouvoir me tourner, tiens. Hop. Non, tu l'attrapes par l'épaule avec ta main qui te tient là. Lâchez-la. Voilà. Donc hop, je lui mets de la pommade. Aïe! C'est de la crème, monsieur. Bah oui, mais ça me fait mal, hein. Ça vous fait mal? C'est normal vu que vous êtes rouge. Vous êtes irrité. Tournez-vous, monsieur. Aïe! Oh, j'allais par terre, hein. Vous avez 2 mains, vous vous accrochez au lit. Vous avez 2 jambes, vous les Ah merde alors! Vous me faites mal, hein. Eh ben vous avez qu'à arrêter et faire ce qu'on vous dit. Tous les jours c'est le même cinéma, tous les jours c'est le même cirque avec vous. Attends, tu vois après malheureusement, des personnes comme ça, ça t'agace de les faire. Et malheureusement des personnes comme lui, au bout d'un moment tu supportes plus. 13 minutes plus tard, le soin est terminé. Après la toilette, le ménage. Dans l'ascenseur qui les conduit au réfectoire, les résidents sont descendus en même temps que les poubelles et le linge sale. Eh bien, vous venez, madame? Oui. Allez. Bon, c'est bon, ici on a fini. Les règles d'hygiène, ici, il n'y en a pas, ou peu. Allez. Hop, madame. Je vous laisse là.
Au rez-de-chaussée, je découvre des retraités qui attendent, en silence, les uns à côté des autres. Je vous donne votre sacoche, monsieur? Dans ce couloir, ils patienteront plus d'1 heure avant d'aller déjeuner. « 16 heures. Après 8 heures de travail, fin de mon premier service. Un peu abasourdi, je retrouve l'équipe devant la maison de retraite. Direction l'hôtel, où je vais séjourner durant mon infiltration. Dans ma chambre, je revisionne le film de ma première journée de stage. Une hygiène qui laisse à désirer, des toilettes vite faites, des résidents que l'on n'écoute pas, ou plus, au mépris des règles de base du métier. Normalement, tu dois prendre un chariot avec ton... Le lendemain matin, levé tôt. Il est 6h30, c'est l'heure de prendre mon service. Aujourd'hui, je décide de passer plus de temps avec les résidents. Bonjour. Venez, venez, allez. Venez. Allez, on y va, on y va, on y va. On y va. Ce monsieur qui peine à se lever, c'est monsieur Isdra. À 83 ans, atteint de tremblements, il est incapable de se débrouiller seul. Je dois l'aider à prendre son petit déjeuner. Installez-vous. Arrêtez, monsieur. Allez, remontez, remontez-vous, toute seule. Allez, monsieur, remontez. Chaque matin, le même menu. Café, lait, morceaux de pain, le tout mélangé. Dans le jargon, on appelle ça une panade. Difficile de savoir si monsieur Isdra apprécie. Il n'a plus les mots ni la voix pour le dire. Dans la chambre d'à côté, une dame se réveille à peine. Bonjour, bonjour madame. Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Non, pas tellement. Pas tellement? Non. Bon. C'est douche aujourd'hui? Je sais pas. Si? Ah, tant mieux. Ça fait 15 jours, j'aurais pas eu. C'est vrai? 15 jours sans douche. Le règlement est pourtant strict. Chaque résident doit en bénéficier 1 fois par semaine. Alors que les 2 aides-soignantes enchaînent les toilettes, dans les étages, je croise des retraités, livrés à eux-mêmes. Madame, vous êtes déshabillée? Trop occupé, le personnel ne prend pas le temps de discuter avec les résidents. Dans cette chambre, je rencontre une femme souffrant d'isolement, contente de trouver une oreille attentive. Elle se confie. Les soignants, ils prennent pas le temps de discuter avec vous, d'aller se balader ou... Non, pensez-vous? Rien du tout. Je vois personne de la journée, à part pour le déjeuner et à 4 heures. Personne. Ça, c'est pas vivre ici, hein. C'est survivre. Et encore, c'est croupir. C'est le sentiment que vous avez ici? Ah oui. Je veux bien qu'on n'est plus utile à rien, mais quand même, on n'est pas des chiens, hein. Vous savez, quand ils disent qu'ils font beaucoup de choses pour les maisons de retraite, hein, laissez-moi rire. Franchement, on est là, c'est comme si des bêtes, on serait parqués, exactement pareil. Hein. Vous avez des visites un petit peu? Des fois, j'ai des amis qui viennent me voir. Mes gosses, je ne les vois pas. Oh, il y a des moments où on est fêtes et c'est un peu dur quand même. Hein. Je ne vous souhaite pas de finir comme ça. Hein. Je ne souhaite à personne. Ah non. Le cas de Madame Bernard n'est pas isolé. Derrière ces fenêtres, ce sont des vies qui s'éteignent dans la solitude. Et les familles, enfin moi je suis là, je suis pas là depuis longtemps non plus, mais je n'ai jamais vu, elles viennent quand les familles? C'est rare. Rare, mais c'est l'après-midi. L'après-midi, rarement, le matin, rarement, mais c'est l'après-midi. Mais il y en a beaucoup de familles qui viennent? Non.
Ah ouais. À l'heure du déjeuner, chaque pensionnaire doit prendre ses médicaments. Pour ne pas se tromper de prescription, seule une infirmière est habilitée à leur donner. Pourtant, devant moi, c'est un aide-soignant qui s'en occupe. Ça y est, c'est la distribution des médicaments. Comment tu... Ah, vous êtes allé nom dessus. Heureusement d'ailleurs. Antidouleurs, anxiolytiques, psychotropes, au lieu de les donner en main propre, Mathieu dépose les médicaments à même la table. Le danger, c'est qu'un résident prenne le médicament d'un autre. Une erreur qui pourrait se révéler lourde de conséquences. Et tu les laisses comme ça? Il n'y a pas de risque? Je vais dire la moulée de comme ça, elle va tout dans la poubelle. Ah ouais, parce que les pilules sur la table, c'est... Et pour s'assurer que chaque résident prenne bien ses comprimés, Mathieu demande à une retraitée de surveiller elle-même les tables. Vous jetterez un coup d'œil comme d'habitude. Pour la dame, rappelez-vous, elle prend les médicaments des autres. Quand je suis là, je fais ça. Je sais. Oui. J'étais pas là, c'est pour ça. On forme une bonne équipe tous les deux. Une collaboration pas très efficace. Sur la table d'à côté, une résidente met ses pilules dans son sac. Est-ce que vous le prenez, votre médicament, madame? Vous l'avez mis où, votre médicament, madame? Là où je vais. Dans votre sac? Oui, très bien. On a un petit souci. T'inquiète pas, c'est habituel. Mais vous dites rien? Les médicaments sont dans le sac. Elle le sait, à une époque, on les donnait même plus. Personne ici ne sait vraiment si les médicaments sont réellement pris. Mais parfois, les négligences peuvent être encore bien plus graves. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper de médicaments. La première fois que je suis venu ici, c'était mal, quoi, quand même. Ah ouais? Mais encore, il y en a qui ont des traitements forts et d'autres moins forts. Donc j'ai eu la chance que ce que j'ai inversé, c'était un traitement c'est un petit traitement. Donc, tout doux. J'ai pas eu de problème. À la de rien. Fin de la pause cigarette. Mathieu, aide-soignant ou AS, comme on dit dans le métier, n'a en fait pas le diplôme qui correspond. Son travail, à l'origine, c'est de faire le ménage. Ah, c'est dur, hein. Ça fait 6 ans que je fais ça. Ouais, c'est dur. Bah, en fait, on est sur un poste d'AS, donc on fait le même taf qu'eux, en fait. Sauf qu'il n'y a pas la paye. Il n'y a pas la paye qui suit. Distribuer les médicaments, manipuler les résidents, le personnel qualifié faisant défaut, cette maison de retraite demande à ses salariés de remplir des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Le tout pour 1 200 € par mois. 16 h, fin de mon service. Plusieurs jours ont passé depuis mon arrivée. Je suis maintenant bien intégrée dans la maison de retraite. Aujourd'hui, je suis d'après-midi. Dans la cour de l'établissement, une ambulance vient de déposer une personne. Toujours munie de ma caméra dissimulée, je décide d'aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. On va se perdre aussi. C'est pas grave. Allez-y. Ça va? Dans l'ascenseur, Madame Pavie. Oui. Elle rentre tout juste de l'hôpital. Durant son hospitalisation, cette dame a développé une infection. Il pourrait s'agir d'un staphylocoque doré, une bactérie très dangereuse, très contagieuse surtout. Dans ce cas, la règle, c'est l'isolement total dans une chambre. Putain, la nécrose au pied. À mon avis, ça va se faire là, tu vois, il y a la tache là. Cette première couche de peau là. Oh la nécrose, oh putain, nécrosée, la petite mamie, elle va pas faire... Tu veux même la pousser, Sophie? L'isolement, c'est un soignant à plein temps pour la prise des repas. Ah, j'ai chaud là-dedans. Problème, l'établissement n'a pas suffisamment de personnel pour l'assurer. Dans le hall, l'équipe est en colère.
Qu'est-ce qui se passe? Parce que la laisse, elle aide à servir à ce moment-là. Et puis il y en a une qui monte si vous êtes que deux. Moi, ce week-end, de toute façon, je crois qu'il va y avoir un arrêt de travail. Je suis là, mais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, celle qui monte faire manger la fille, là, va se retrouver toute seule à faire manger les Ah bah non, là, c'est infirmière. C'est où l'infirmière? Parce que ce week-end, vous êtes deux. Bah, le week-end, elles sont toujours que deux. Le week-end, on est toujours que deux. Et il y a une dame à faire manger en haut. Il y aura madame. Parce qu'elle sera isolée, donc elle descend pas en salle à manger. Il ne faut pas qu'elle descende. Les autres. Quand on est 3, c'est gérable, mais 2, c'est pas gérable. Ah oui, non, mais là, il faut mettre l'infirmière à contribution. Attends, à midi, on peut être là. C'est le bordel, hein? Le vrai bordel. Pour calmer les esprits, l'infirmière en chef intervient. Sa décision est stupéfiante. Elle annule le protocole d'isolement, quitte à contaminer les autres résidents. C'est pas un isolement complet, c'est isolement pour vous. Le personnel, lui, reçoit pour consigne de se protéger lors des soins. Il n'y avait pas d'isolement complet. Aucun risque pour eux. Non. Et vous risquez quand vous la manipulez? Si on ne se protège pas, oui, on peut risquer. Et les autres résidents, vous allez tous les protéger aussi? Non, malheureusement, non. Nous, il faut qu'on se protège, mais les autres, il ne faut pas qu'on les protège. Non. J'aurais mon père ou ma mère qui serait ici, en contact, et je fais un scandale. Hein. Là, je fais un scandale. Là, la DAS, elle descend, moi. Ah ouais, j'écris directement un courrier à la DAS. Hein. Parce que c'est inadmissible. Il est 14 h. Le déjeuner est terminé. Dans le réfectoire, les tables ont été nettoyées. Sur une chaise, je croise un retraité, laissé là, tout seul. Ça va, monsieur? Ça marche pas, le feu. Pardon? Il marche pas, le feu. Là? Oui. Non. Visiblement, l'homme a perdu tous ses repères. Parce que c'est fini le déjeuner. Oui? Vous attendez le goûter? Oui. Oui? Quelle heure que c'est? Ah, le goûter, c'est à 16 h. Dans 2 heures. Vous avez un petit peu de temps. Dans 2 heures? Oui. Je m'en vais. Vous avez encore un petit peu de temps. Vous voulez aller regarder la télé? Oui. Ouais? Ennui et sentiment d'enfermement. Quand les retraités ne sont pas devant la télévision ou aérés dans les couloirs, ils tuent le temps comme ils peuvent. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça va faire 6 ans le 3 juillet qui arrive. Et vous? Moi, il y a eu 1 an au mois de janvier. 1 an au mois de janvier. Et ça va, vous êtes bien ici? Comment? Vous êtes bien ici? Comme ailleurs. Et vous? Ton portable sonne. Moi, je suis enfermé ici. C'est comme si je suis en prison. Ah ouais? Donc, a toujours été dehors. Vous avez l'impression d'être en prison? Ah oui. Il n'y a rien du tout. Aucun papier, pas de carte d'identité, rien du tout. Ils m'ont tout pris ici, alors. Image singulière. Ah oui. Alors que moi, mettez que ça. Je suis un vagabond. Même les lettres, il les ouvre. Vous pouvez lui demander, même son courrier est ouvert aussi. Est ouvert. Vous croyez que c'est normal, vous? Non, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, et je suis là, je n'ai plus qu'à attendre ma mort. Ça, quand on a affaire les assistances publiques et tout ce ça, ils sont là pour nous aider, et au lieu de nous aider, ils nous enterrent. C'est comment que ça marche maintenant, hein. Infantilisés, dépossédés, peu considérés, les portes de l'établissement ont beau être grandes ouvertes, les retraités, eux, ont perdu tout sentiment de liberté. C'est mon 9e jour d'infiltration dans la maison de retraite. Dans cet établissement public, entièrement médicalisé, médecins et infirmières sont censés suivre de près chaque pensionnaire. Mais dans les étages, je perçois une autre réalité. L'infirmière que je suis aujourd'hui est en colère après ses collègues. Les 4 pansements. Il n'a pas été fait hier, ce pansement. Il est trop sec. Elle a marqué pansement fait, mais il n'a pas été fait. Aïe. Ça, je le sais très bien. On vous l'a fait votre pansement hier? Oui, il va dire n'importe quoi. Non. Non? Ah ben, il n'a pas joué 2 jours. Non, vous ne l'avez pas vu hier? Non. Hier, elle a pris les cahiers et elle a marqué fait partout, les pansements, les tensions, les soucis, les cela, les perfs, qui n'étaient même pas posés rien. Elle a marqué fait. Non mais attends, tu te rends compte?
C'est de pire en pire. Je vais la faire en dernier. Information erronée, pansement mal fait. Parfois, un soin aussi simple qu'un bandage n'est pas réalisé correctement. Ça, c'est n'importe quoi. C'est un garrot. C'est pas un pansement, c'est un garrot. Oh là là. Oui, non, attends, faut arrêter aussi, tu sais, non. Oh là là. Non, attends, même sans être infirmière, tu ferais pas ça. Oh mon Dieu. Il a de l'œdème, on fait pas des choses comme ça. Mais... Ça va, monsieur? Allez. Tout ce qui est résidu. Ça tient. Des patients de plus en plus vieux, des pathologies de plus en plus lourdes. En 20 ans de carrière, Sylvie, l'infirmière, a vu le métier changer. On est toute seule. Ouais. Ça va pas aller. Hein. Il va falloir que tu freines. Hein. Il va falloir? Tu freines les soins là parce que. Normalement ici c'est un petit service, je suis toute seule en journée parce que normalement au départ c'est des gens qui n'ont pas trop de soins. C'est pour ça qu'il y a une infirmière sur la journée. Là. Pour soigner une résidente, l'infirmière a besoin du médecin. Mais selon elle, celui-ci ne passerait que rarement voir les patients. Rejoint et vous allez soigner madame. Attendez le médecin, c'est surtout ça. Ça dépend de... Elle peut être calmante, moi je suis désolée, mais je ne fais pas son truc. Elle a pas de calmant? Bah, il lui a donné du comprimé, elle avale pas les comprimés. Ah. Je crois qu'il a pas compris, on lui a dit qu'elle déglutissait pas. Sylvie est inquiète. Madame Pavie, la résidente qui a contracté un staphylocoque durant son séjour à l'hôpital, est incapable d'avaler les antidouleurs. Seule solution, une piqûre de morphine qui doit être prescrite par le médecin. Quand on a quelqu'un qui est mal dans un service, c'est la première chose qu'on fait, on va le voir. Il vient jamais ici. Excédée, l'infirmière appelle le médecin en espérant qu'il intervienne au plus vite. Parce que hier, elle avait mal, elle criait. C'est pour ça que j'avais dit à vous voir l'après-midi, puisque on était repartis. Ouais. Je ne ferai pas de pansement sans calmant, c'est clair. Il peut toujours se... Hein, on a dit chez moi. Il t'a raccroché au nez, non? Non, il va revenir, il va y arriver. 10 minutes plus tard, toujours pas de médecin. Je décide d'aller à sa rencontre. Sans beeper ni téléphone, pas facile de le joindre en cas d'urgence. Docteur? 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 De retour dans le hall, je le croise enfin. Vous avez vu madame? Oui, bien sûr. Vous la trouvez comment? Pas bien, mais pas plus qu'hier. Hein. Pas plus qu'hier? Elle répond, bon, c'est ce sont dans le vide, mais c'est pas de, disons, c'est pas un ralenti. Je la trouve pas plus ralentie, là, sa bouche, je l'ai trouvée un petit peu propre. Je crois que c'était après le soin. Eh bien, elle répond, hein. Lorsqu'on insiste, elle répond, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je me demande, elle dit qu'elle a pas mal, je lui demande pas, est-ce que vous avez mal? Elle me dit non. Bon, voilà, mais ça, elle tout saute, hein. Elle tout saute et ça rate là. Un diagnostic pas vraiment clair, ce qui ne manque pas d'agacer l'infirmière. Tu te fous de moi, hein. Mais écoute, mais des moments, je me demande s'il fume pas la moquette, lui, il faut arrêter, hein. C'est une fin de vie. Tu crois qu'elle aurait dû rester à l'hôpital, cette dame? Elle n'aurait plus à l'hôpital des vieux. Ils nous les renvoient aussitôt dans des états lamentables. Au final, il aura fallu attendre plus de 3 heures pour que Sylvie puisse enfin administrer de la morphine à Madame Pavie. Madame, je vais vous faire une petite piqûre pour pas avoir mal. D'accord? C'est bien. Comme tous les midis, je retrouve Monsieur Isdra pour le faire déjeuner. Viens, ouvre la bouche, s'il vous plaît, monsieur. Allez. Comme beaucoup de résidents, Monsieur Isdra a du mal à avaler. Je l'entends. Alors pour accélérer le repas, une infirmière me montre la technique. Oh, le kiri, ça c'est galère, hein. Donc tu lui mets avec la purée. Coupe-le en bout, tu lui donnes avec la purée. Oh, mais c'est pas bon si je mélange la purée avec le kiri. Bien sûr que si, c'est bon. T'as jamais mis du gruyère ou du roquefort dans de la purée? C'est délicieux. C'est délicieux. On change de tout, j'ai pas de cuillère. Bon.
Allez, on fout la... Et si ça ne marche toujours pas, à droite, ma voisine me montre l'exemple. Regardez-moi, ouvrez la bouche. Non, grande. Là, j'ai une grande cuillère. Bon appétit. Yeux, ouvre sa bouche, on regarde. Ouvrez vos yeux et ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, madame. Merci. Oh, la motivation. Ah, tu donneras du caca, ça serait la même chose. Dernière étape de mon enquête, le service de nuit. « 20h30, début du service. Je vais rejoindre Viviane, l'aide-soignante. Tout est calme, la plupart des résidents sont déjà couchés. Un moment propice aux confidences. Et donc, t'es toute seule la nuit? Ouais. Oh la vache. Ouais. Bah oui, on n'a pas le choix. C'est comme ça fait des mois et des mois qu'on demande à avoir quelqu'un en plus. Mais bon. Seule pour 36 résidents, Viviane n'a pas le choix. Face à ce genre de dysfonctionnement, la hiérarchie apparemment n'interviendrait pas. Quant à la DAS, le service départemental en charge du contrôle des maisons de retraite, la question fait sourire. Ici, on leur téléphone toujours d'abord. Donc les chefs te disent, vous briquez tout, hein, parce que la DAS va passer tel jour. Oh là là. Ah là, par contre, t'es en nombre hein, ce jour-là. Hein. T'as même du personnel en plus. Hein. Bah oui. Tu crois que tu travailles dans l'hygiène et dans la sécurité ici? Pendant 3 ans, on n'a pas eu l'accréditation. Hein. Non. Mais si, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas eu l'accréditation? Parce qu'on n'était pas aux normes. Mais à quel niveau vous n'êtes pas aux normes? À tous les niveaux. Au niveau sécurité, au niveau hygiène, on n'est pas aux normes. Et tu dis, et la hiérarchie ne fait rien, et au bout d'un moment, tu pètes un câble. Cela fait 15 ans que Viviane fait ce métier. Plus humaine avec les résidents, son comportement est un peu différent de celui de ses collègues. Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça va pas trop mal. Tant mieux alors. Sinon, hein, je vous l'ai dit, à partir de 2h, vous pouvez descendre, je suis en bas. Hein. Ouais. Fais une petite causette. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous l'ai dit, moi je suis en bas. Sûr, je sais. Si vous avez un problème, ou même si vous avez simplement envie de discuter, il n'y a pas de souci. Bah oui, Vous voyez faut. que je suis bien avec les veilleuses. Bon, oui. Hein. Ouais. Ah, on m'a rendu service. Ah bah je fais mon métier. Remonter Hein. le moral dans les moments où ça n'est Bah pas. c'est normal. On est là pour ça aussi. Hein. On n'est pas là que pour donner un médicament et changer une couche. Hein. Ça. On est là pour plein de choses. Bonne nuit. De rien. C'est bien, tu prends le temps de discuter avec Ah, moi eux. toujours. C'est rare. Avec tous ceux qui peuvent discuter, je discute. Je regarde si les issues de secours sont fermées à clé. Parce que ici. Mais c'est bien une sortie de secours pour ceux qui sont en fauteuil roulant, on les sort comment? Mais tu les sors pas. Tu sors personne de toute façon. Si jamais il y a quoi que ce soit, t'as pas le temps de sortir qui que ce soit. Enfin, je te parle au niveau de la nuit. Hein. T'as pas le temps, c'est pas possible. Comment je fais toute seule? En entrant dans la chambre de Monsieur Isdra, je m'inquiète. Le retraité n'est pas dans son lit. Il est où, Monsieur Isdra? Il a eu des vomissements. C'est pas possible. Mais quand? Bah, dans la nuit de samedi à dimanche, apparemment. Il n'était pas bien du tout, donc ils l'ont perfusé en intraveineuse et ils l'ont déplacé en face. Comme toutes les nuits, Viviane rejoint une autre équipe située dans le bâtiment d'en face. Ouais. Mais quand on est en face, qui est là? Personne. Mais ils sont tout seuls? Je suis pas rassurée de les laisser tout seuls. Là encore, dans ce service, avec 2 soignants pour 82 résidents, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
Bonsoir. Dès notre arrivée, nous sommes réquisitionnés pour l'échange. Beaucoup de retraités ont des escarres, une plaie provoquée par des frottements lorsqu'une personne reste trop longtemps alitée. Mais chez vous, il y en a beaucoup d'escarres? Oui, parce que personne ne fait des... En principe, tu dois faire des massages. Tu dois passer au moins 5 minutes sur chaque point d'appui. Mais c'est jamais fait, c'est au niveau d'échange. Et comme des fois, tu sais, ils ne mobilisent pas, ils n'échangent pas, ils font pas ci, ils font pas ça. Tu sais... Oh mon Dieu. Hop, allez ma belle. Elle m'a fait gagner le pompon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chinani, elle m'a mis de la merde de partout, elle a essayé de laver sa couche, elle m'a bouché les chiottes. Ah celle-là. Dans la chambre d'à côté, un aide-soignant hausse le ton. Allez vous asseoir, c'est la fessée. Oui, ben vous allez voir. Hein. On va pas être copains ce soir, hein, tous les deux. T'as ouvert la fenêtre? Asseyez-vous. Non, non. Si vous bougez, je vous attache. Ça y est, on a jusqu'à demain matin. Comme le toit. À 6 h, on l'a retrouvé en bas. Bien continuez, ne dormez pas. Ça, ils n'ont pas les traitements adaptés. Hein. Oui, comment il n'est pas fait votre lit? Tu pourrais lui faire son lit. Oui, franchement, il y a de l'abus. Hein. Là que t'abuses, ça va pas aller, on va être obligé de sévir. Hein. Franchement, fraîcheur matinale d'égout, ouais, vous avez pu m'en passer. Hein. 2 h du matin. Panique au 2e étage. Monsieur Isdra est au plus mal. Comment il va? En tout cas, il est en sueur, je crois bien. Ça fait drôle de le voir comme ça, lui. Petite peur. On dénonce déjà ton ballon. Tu te rappelles combien il y avait de SAT sans oxygène? 74. 74. Et là, je l'ai mis, il est à 80. Autour de lui, les soignants s'affairent. Problème. Dans cet établissement, il n'y a aucun médecin la nuit. Joint par téléphone, l'infirmière de garde est en route. Je vais voir si elle arrive. On va dire que les autres sont tout seuls. J'ai ouvert le portail pour l'infirmière. On va peut-être le mettre un peu à plat. Après 30 minutes d'attente, l'infirmière arrive. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Monsieur Isdra va enfin être pris en charge. Bonsoir, messieurs. Là-bas. Je suis l'infirmière. Pour vous aider à respirer, il faut que je dégage un petit peu votre bouche, votre gorge et vos bronches. Donc je vais passer un tuyau pour vous aspirer. Je sais que c'est très désagréable, mais il va falloir m'aider un petit peu, d'accord? Oh, bien. L'état de monsieur Isdra est grave. L'homme s'étouffe dans ses sécrétions. À son niveau, l'infirmière ne peut faire davantage. Là, on appelle l'hôpital? Tant mieux. Ah ouais, on peut pas laisser comme ça. Bah, tant mieux. Il est hospitalisé dès le départ. Exactement. Toi, tu penses qu'il aurait dû être hospitalisé? Ah oui, ah oui. S'ils l'ont découvert comme ça, tout cyanosé, ça faisait déjà X temps qu'il était comme ça, sans oxygène. Donc je vous appelle pour un monsieur qui émet des vomissements d'une substance marronasse, je dirais, qui est encombré, mais qui se noie dans ses sécrétions. J'ai essayé d'aspirer, mais quand j'aspire, ben, ça le fait vomir terriblement. Donc voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Voilà. Placé sous oxygène, l'état de la personne âgée se dégrade à vue d'œil. La soignante est inquiète. Qu'ils ne prennent pas tout ce que je viens de voir. Parce que là, il est en train de se vider. Il est en train de... Il se vide. Ouais, il vomit. Ouais. En même temps, il a les selles et se vide complètement. Pourtant, les pompiers devraient venir vite, ça. Ah, mais jamais, c'est pour une maison de retraite. Qu'est-ce qu'ils ont marqué aujourd'hui sur lui? Mais je crois qu'ils ont descendu le dossier pour le photocopier. Sur le registre laissé par l'équipe précédente, il n'y a rien, ou presque. Pourtant, cela fait 2 jours que monsieur Isdra va mal. Oui, aussi pour avoir un oreiller, voire pour une contention. Une contention? Et 37,6 à 20 heures. Voire pour à part ça, voilà. Contention? Voilà. Ça veut dire que la seule chose à laquelle ils ont pensé, c'est l'attacher? Voilà, et l'après-midi, un oreiller. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'oreiller et la contention.
Ouais. Tout va bien. C'est là. Bonjour. L'aide-soignante l'avait prédit. Les pompiers mettront plus de 20 minutes pour arriver. Il est encombré comme ça depuis combien de temps? On prend une tension, monsieur. Depuis quand? C'est ce week-end? Ce week-end. Il est encombré comme ça de ce week-end? Ouais. Ce week-end dimanche ou ce week-end samedi ou ce week-end vendredi soir? On n'était pas là. Je vais vous dire ça, son décès, ça doit être noté. Parce que là, l'idée, c'est que s'il s'allonge, il y reste quoi. C'est plus de l'eau qu'il a là, c'est un torrent qu'il a à l'intérieur. Médecin traitant, c'est le docteur. Yes. Je ne sais pas si le médecin traitant de M. Isdra a été prévenu à temps. Mais pour les pompiers, cela ne fait aucun doute, la prise en charge médicale a été trop tardive. Donc là, je pense que là, quand le médecin de l'eau va le voir... C'est pas la première fois que ça arrive, ça sera pas la dernière, malheureusement. Non, mais vous allez quand même le dire, non, vous allez rien dire. À qui? Bah, leur dire, vous avez fait une connerie, fallait... Ah bah non, on en a rien. Parce que c'est une décision du médecin. Donc la hiérarchie, on dit rien. Parce que toi, on te dira, t'es pas médecin, t'as rien à dire. Voilà. Déjà, là. Et on y va. On va attendre un peu avant de l'emballer. Mais on l'emballe au chaud. Il aura fallu plus d'1h30 pour que M. Isdra soit évacué à l'hôpital. Ainsi s'achève ma dernière nuit. Après 2 semaines de stage, un dernier rendez-vous m'est donné. Je dois rendre compte de mon expérience à l'infirmière en chef de l'établissement. Bonjour. Alors, Sans détour, je lui raconte ce que j'ai eu l'occasion de voir. il y a de la maltraitance, Bien passive sûr. certes, mais bien sûr. il y a de la maltraitance. Vous en êtes consciente? Bien sûr, bien sûr. Et vous pouvez pas faire quelque chose? Mais je fais au quotidien, mais regardez-moi ma fonction. Cadre supérieur de l'ensemble d'établissements, 400 lits à gérer. Je veux dire, on ne peut pas être derrière chaque agent. Pour détecter les actes de maltraitance physique, parce qu'il y en a, il faut tomber dessus. Et certains, je leur ai dit, j'ai dit, attendez, si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, si vous n'êtes plus capable d'accepter ça, madame, changez de métier. Sans moyens, sans personnel, l'infirmière en chef ne sait plus comment faire. Il n'y a pas d'infirmière la nuit, c'est normal? J'ai dit oui, on a 2 postes. On a 2 postes et on a 3 sites. Comment on fait? 2 postes, 3 sites, 400 lits, c'est ça? Et la DAS, ils disent rien? Non. Ils s'en foutent, la DAS. Ils s'en foutent, la DAS. Ils viennent même pas. Dans le couloir, un peu abasourdi, je rencontre une soignante. J'en profite pour lui demander des nouvelles de M. Isdra, l'homme qui a été conduit à l'hôpital lors de ma dernière nuit. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez des nouvelles de M. Isdra? Ah. Dimanche soir. Dans la nuit. Fin de mon infiltration. Je repasse une dernière fois les grilles de cet établissement public. Souffrance des retraités, usure du personnel, manque de moyens et de structures. Dans quelques années, la France comptera plus de 2 millions de personnes de plus de 85 ans. La moitié d'entre elles sera totalement dépendante. Avec seulement 700 000 places en établissement, il apparaît désormais urgent de réagir. Voilà pour ce document, un grand silence, un peu d'émotion et beaucoup de questions aussi. Après cette enquête, ces questions, nous les poserons à nos invités dans un court instant. Je vous les présente rapidement. Valérie Détard, secrétaire d'État à la Solidarité, merci d'avoir accepté notre invitation.
Elisabeth Hernandez, vous êtes aide-soignante, on en dira un peu plus tout à l'heure. Jean-Charles Escribano, bonsoir. Vous êtes infirmier, là aussi on vous présentera plus amplement tout à l'heure. Et puis Pascal Chanvert, directeur d'établissement. Mais tout de suite, je voudrais me tourner vers notre journaliste infiltrée, Carole. Alors une petite précision d'abord, vous avez vu son visage à plusieurs reprises pendant ce film. Si elle apparaît aujourd'hui masquée en ombre chinoise, c'est parce qu'entre-temps, Carole, vous avez commencé une autre infiltration, vous avez changé d'apparence, vous avez changé de coiffure et vous ne pouvez pas être reconnue sous cette apparence-là. Question toute simple, comment avez-vous vécu cette infiltration, cette enquête au jour le jour? Tout d'abord, j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas et je pense que vous l'avez vu dans ce film. C'est un tournage qui a été difficile, parfois même éprouvant. Je me suis retrouvée confrontée à la détresse, à la solitude des personnes âgées, mais aussi à l'usure du personnel. C'est très difficile de vivre au quotidien dans une maison de retraite aujourd'hui en France, tant pour le personnel soignant que pour les personnes âgées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris peut-être? C'est l'immobilisme. L'immobilisme des personnels soignants, enfin des soignants, et ainsi que l'immobilisme des hiérarchies, des cadres supérieurs. Tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qu'il se passe à l'intérieur de ces maisons, mais personne ne bouge, personne ne fait rien. Et c'est très, très dur, je pense, surtout aux familles et aux résidents. Merci Carole pour ce témoignage de tout cela, hein, tout ce que vous venez d'évoquer. On va bien sûr en parler. Je voudrais vous demander d'abord aux uns et aux autres une première réaction, mais j'allais dire peut-être un ressenti après ce film en quelques secondes. Madame Létard. Écoutez, Monsieur Pujadas, avant de le faire en tant que ministre, je voudrais le faire en tant que femme, petite fille de 3 grands-parents de plus de 94 ans qui sont en maison de retraite. Heureusement pour eux, ils ne sont pas dans une maison de retraite qui est dans cette situation. Et heureusement, la majorité des maisons de retraite de ce pays ne sont pas dans cette situation. Et il faut le rappeler aux Français. Maintenant, vous nous montrez un cas d'école qui doit nous faire prendre conscience de l'inacceptable. Et là-dessus, c'est un sujet, depuis que je suis entrée au gouvernement, sur lequel je serai intransigeante, je suis intransigeante. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en sortant de ce plateau, j'irai porter plainte. J'irai porter plainte, je saisirai le procureur de la République. D'abord, pour qu'il puisse faire une enquête judiciaire. L'identité de l'établissement n'est pas dévoilée. Hein. Mais écoutez, M. Pujadas, j'espère bien que vous me la communiquerez à la sortie de cette réunion. Ça n'est pas notre rôle. Eh bien, en tout cas, nous trouverons l'identité de cet établissement. En tout cas, une enquête judiciaire sera engagée dès que je connaîtrai la réalité de cet établissement, sa situation géographique et une enquête administrative qui nous permettra ensuite de déterminer quelles sont les responsabilités à tous les niveaux de responsabilité. En tout cas, avec tout le respect que je dois à votre démarche, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, nous avons la responsabilité de montrer des réalités comme celle-là, mais nous ne sommes pas, vous le comprendrez, des auxiliaires de police. Monsieur Pujadas, je le comprends bien. En même temps, vous nous montrez un témoignage qui met en péril nombre de personnes âgées dans leur intégrité, même dans leur vie. Moi, mon rôle, en tant que représentante de l'État, c'est maintenant de trouver cet établissement, comme on l'a fait pour beaucoup d'autres, afin de prendre les mesures nécessaires. Et elles ne sont pas identifiées. On va d'abord faire une enquête. On sait bien qu'il y a des difficultés à plusieurs niveaux, mais il y a des glissements de tâches, il y a une atteinte aux libertés individuelles de la personne. On en reparlera après. Il y a véritablement des erreurs. On va en parler. Il y a des responsabilités à tous les niveaux. En tout cas, pour ma part, je ferai ce que je dois faire. Madame Hernandez. Oui, moi j'ai été pas trop choquée par ce reportage parce que je vous dirais franchement que c'est quelque chose que je dénonce depuis des années, que nous dénonçons avec Force ouvrière depuis des années au niveau de la maison de retraite. Et quand on me dit je vais porter plainte contre cette maison de retraite, il va falloir porter plainte contre 70% des maisons de retraite en France. Alors c'est un débat qu'on va engager après. On retient votre première réaction, pas vraiment surprise et c'est important de l'entendre. Monsieur Escribano. Oui, de mon côté, la révolte, la colère et le dégoût que j'avais lorsque j'ai poussé ce coup de gueule sont toujours aussi Alors vous avez vifs. poussé ce coup de gueule, je le précise, puisque vous êtes infirmier, une longue expérience et que vous avez écrit un livre choc, il y a 1 an. On achève bien nos vieux chez O Éditions. C'était un coup de gueule contre ce genre de pratique.
eh bien, lorsque je vois effectivement les images que vous montrez, cette colère, oui, est toujours aussi vive. Hein, et je sais que ça continue. Alors bon, moi je ne veux pas rentrer dans le détail de savoir si c'est juste un cas d'école ou 5%, 10%, 20%. Je dis que c'est suffisamment significatif. C'est inacceptable. Inacceptable. Hein. J'ai eu beaucoup de remontées de témoignages après la sortie de ce livre. Hein. J'ai pu prendre conscience que ce n'était pas un épiphénomène. Monsieur Chanvert. Moi je suis scandalisé, révolté, outré. Et comme Madame Hernandez, malheureusement, je ne découvre pas ça. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur, ça fait 20 ans que l'ADEPA dénonce ce type de situation, la situation qui est faite à des personnes âgées en établissement comme à domicile. Et je dis bravo à France 2 d'avoir réalisé ce reportage et je souhaiterais que dans le débat qui va avoir lieu au Parlement sur les moyens des établissements cet automne, que tous les parlementaires, que tous les ministres voient ce reportage. Et j'ajoute une chose. Si Mme Létard porte plainte contre l'établissement, je dis que l'ADEPA et la Fédération des familles porteront plainte contre le Conseil général et contre l'État. Parce que ce qui est inacceptable, c'est de faire croire que ce sont des personnels, que c'est un cadre soignant, que c'est un directeur qui est responsable de ça. La responsabilité, elle vient de ce qu'est la honte de notre pays. Madame Létard n'en est pas responsable, ça fait 30 ans que ça dure, ça fait des années que nous le dénonçons, c'est le manque d'attention à l'égard de nos aînés fragilisés. Alors, et ce n'est pas donc en portant plainte contre un établissement dans lequel il se passe malheureusement, comme le dit très justement Madame Hernandez, ce qui se passe dans 70% d'établissements. Ce qu'il ne faut pas laisser faire Madame Létard, c'est faire des économies à l'assurance maladie sur le dos des établissements, comme c'est prévu dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2009. Ça n'est pas le cas, mais on y reviendra un tout à l'heure, sujet à la fois, comme l'a dit M. Pujadas. On y reviendra. Cette question de la responsabilité, on viendra à cette question énorme. Il faut réagir, mais collectivement, voilà. Et c'est scandaleux. Il y a un professionnel qu'il faut sans doute poursuivre, c'est celui qui menace les personnes âgées. Celui-ci, il relève de sanctions. Oui. Ça me paraît extrêmement clair. Alors, tous les autres, ils sont piégés. Cette question de la responsabilité, on va en parler tout à l'heure, elle est effectivement au cœur, bien sûr, de ce débat. Je voudrais juste qu'on vienne avec vous, les professionnels du secteur, sur 2 ou 3 points qui sont particulièrement marquants dans ce film. Par exemple, cette manière de considérer les personnes âgées un peu comme des objets, finalement, qui sont déshumanisés. Par exemple, on parle d'eux-mêmes, en leur présence, comme s'ils n'entendaient pas, comme s'ils étaient des choses. Vous l'avez constaté, par exemple, Mme Hernandez, M. Escribano ? Absolument. On est comme à l'usine. Le problème, c'est justement, je trouve ça bien votre émission actuellement, parce que ça se dégrade de plus en plus. La gestion de la personne âgée, et j'emploie ce mot-là exprès, on devient une industrie. Ça devient une industrie. Donc, en fin de compte, c'est des éléments qu'on a comme on aurait une chaîne de travail avec des pièces pour monter nos taux. La chaîne, par exemple, de ces personnes dont on doit faire la toilette avec une cadence réglée à l'avance ? Jusqu'à 18 dans la matinée, et même dans la ville de Sens, je discutais avec le public, et dans le public, il y avait une AMP qui m'a interpellé et qui me dit « Non, monsieur, tous les matins, on me demande de faire 20 toilettes en 3 heures. » Et vous, monsieur Escribano, vous avez vécu des situations comme celle-ci ? J'ai vécu des situations comme celle-ci, et c'est ce qui m'a amené à une certaine révolte, à un certain dégoût. Par exemple ? Le dégoût de voir que les gens sont bousculés, comme ils le sont, qu'ils sont gavés, qu'ils sont même blessés au moment où on va leur donner cette nourriture avec la cuillère. Tout ça, c'est inacceptable. Inacceptable. 15 minutes pour une toilette, c'est la honte de la France aujourd'hui. Et vous avez des DAS qui nous expliquent que 15 minutes, c'est encore trop et qu'en 10, ça doit pouvoir être fait. C'est ça la honte, c'est ce que nous avons vu. Et juste un point aussi sur, par exemple, la situation pendant la nuit, où on voit une seule infirmière pour une trentaine, presque une quarantaine de résidents. Madame Hernandez ? Moi, je travaille de nuit comme aide-soignante. Je suis seule pour 39 résidents. Donc des gens grabataires. Avec en cas d'incendie les conséquences qu'on a compris tout de suite. Bon, on a beaucoup de formations. Bon, j'ai la chance de travailler dans un établissement qui est assez moderne et qui a eu des formations qui a beaucoup de moyens aussi, heureusement. Mais sinon, il est vrai que dans la plupart des maisons de retraite où j'ai travaillé ailleurs, où mes collègues travaillent, il y a des moyens, il y a des portes fermées à clé parce qu'on est seul dans un établissement isolé, parfois à la campagne. La personne qui vit seule là, elle a peur la nuit, donc elle s'enferme. Alors il y a une première question qu'on veut poser, c'est celle des contrôles. On a l'impression, Madame Létard, qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a pas de sanction là. C'est vrai ? Alors écoutez, moi je vais vous donner déjà les chiffres de 2007. L'année 2008 n'est pas terminée. Il y a eu en tout 1000 contrôles d'établissements médico-sociaux en 2007.
il y a eu 100 fermetures d'établissements. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on peut dire, il y a véritablement un effort qui est fait dans ce domaine. Simplement, jusque-là, effectivement, il y a des contrôles programmés ou des contrôles inopinés, c'est-à-dire des contrôles surprises. Simplement, les directions, en fait, avaient jusque-là tendance à plutôt prévenir des contrôles parce qu'il faut des documents administratifs qui sont demandés, sollicités auprès des établissements, et donc ça ne permet pas toujours, effectivement, de prendre conscience de tout cela. Ouais. Maintenant, moi, en 2008, puisqu'il y a maintenant 1 an que nous sommes au gouvernement, on a commencé dès le mois de février par lancer un numéro d'appel, dont on reparlera après, ouais. Mais pour associer à ce numéro d'appel un dispositif de lutte contre les maltraitances, j'ai demandé le doublement des contrôles. Tous les contrôles programmés inopinés seront donc multipliés par 2 pendant cette année 2008, en plus des contrôles liés au signalement. Il faut dire que sur ces 1000 contrôles, 450 font suite à un signalement de témoins qui peuvent être des professionnels ou des familles, d'où la nécessité aussi pour moi de la présence des familles, que les familles ne croient pas que le départ effectivement en pour rester sur les contrôles. Les exonère de se soucier d'eux parce que c'est un élément indispensable. C'est très important les familles, on en parlera aussi. Pour rester sur la question des contrôles, je voudrais qu'on réentende un extrait du film qui nous a tous un peu interloqués ici, lorsque cette aide-soignante évoque justement cette question des contrôles qui n'ont pas l'air d'être vraiment une menace. Ici, on leur téléphone toujours d'abord. Donc les chefs te disent, vous briquez tout, hein, parce que la DAS va passer tel jour. Oh là, ah là, par contre, t'es en nombre hein, ce jour-là. Hein. T'as même du personnel en plus. Hein. Bah oui. Tu crois que tu travailles dans l'hygiène et dans la sécurité ici? Monsieur Chanvert, vous êtes directeur d'établissement. Est-ce que vous, comme directeur d'établissement, comme président de l'association des directeurs d'établissement, ces contrôles vous font peur? Non, bon, les contrôles ne nous font pas peur. Oui, parce que vous allez dire que votre établissement est bien tenu. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a une peur du contrôle? Je ne suis pas là pour défendre les établissements que je dirige. Je suis là pour parler au nom des directeurs d'établissements et de services à domicile. Mais il y a des gens qui ont légitimement peur des contrôles. C'est ceux qui sont en dehors des clous, qui ne respectent pas les règles de la profession. Cela, nous le demandons depuis longtemps. Et là-dessus, nous sommes d'accord avec Madame Létard. Donc le contrôle fait quand même peur. C'est quand même une menace. Il faut fermer 4 à 5% d'établissements aujourd'hui. Je suis ravi que Mme Létard en ait fait fermer une centaine. Ce que nous demandons simplement à l'État, c'est de la transparence. Nous disons qu'il faut mettre en place des commissions de transparence dans chaque département, pour que dans chaque département, le Conseil général, la DAS, devant des commissions indépendantes composées de personnes âgées, de familles, de consommateurs, de professionnels, nous expliquent pourquoi ils ne veulent pas signer des conventions avec certains établissements, parce qu'ils les considèrent comme mauvais. Non. Et nous voulons savoir quelle suite ils vont donner à ces demandes de fermeture. Madame Létard nous dit sans fermeture, 1 par département. Mettons en place de la transparence sur ces questions. Et là, nous serons d'accord. Ça, c'est 5% des établissements qui dysfonctionnent. Je tiens à dire que dans cet établissement, le problème n'est pas un problème de fermeture. Comme l'a très bien dit Madame Hernandez, ce qui se passe dans cet établissement, faire manger des gens trop vite, faire la toilette en 15 minutes, avoir une seule personne la nuit, ça se passe dans 70% des établissements. Et ça, c'est un problème de moyens. Alors, je veux vous montrer un autre reportage, une autre enquête qu'on a fait, sans caméra cachée, cette fois sur cette question des contrôles. On a suivi tout simplement le travail d'un inspecteur de la DAS à Paris. Il nous confirme, hors caméra, que 9 fois sur 10, les établissements sont prévenus avant un contrôle. Et regardez ce que ça donne. Sous son parapluie, voici Monsieur Dérault, l'unique inspecteur de la DAS pour les 80 maisons de retraite de la capitale. Bonjour madame. Voilà, je viens pour effectuer ce contrôle pour lequel nous avons pris rendez-vous. Le rendez-vous avait été pris il y a plusieurs jours déjà. Ce matin, dans le hall de cette maison de retraite privée, tout le monde est là pour accueillir l'inspecteur de la DAS. Aux côtés de la directrice d'établissement, le directeur régional du groupe, mais aussi son directeur d'exploitation. Il est 9 h, la visite guidée peut commencer. L'inspecteur choisit de démarrer son contrôle par les cuisines. Bon, je suis désolée, mais bon, on n'est pas vraiment élégant. Comment vous êtes organisé? La marche en avant. D'accord. On va faire un petit tour. Pour vérifier que les produits alimentaires servis aux retraités soient bien conservés, Monsieur Dérault s'assure qu'ici, la chaîne du froid est respectée.
Mais est-ce que vous avez le PV des services vétérinaires? Oui, tout à fait. Dans mon bureau, je vous montre dès le Vous savez la date à laquelle la dernière visite a été faite? L'année dernière. De l'année dernière, Oui. très bien. Impeccable. La directrice de la maison de retraite semble avoir mis soigneusement de côté toutes les pièces nécessaires à l'inspecteur. Un menu par semaine aussi, où là, les familles ont la possibilité de modifier si C'est le menu souhaitent. de la semaine. Rigoureux, notre inspecteur s'intéresse même à la composition des menus. Navarin d'agneau aux légumes, filet de cabillaud, cuisse de canette à l'orange. Pour l'inspecteur de la DAS, il n'y aurait décidément rien à redire. Est-ce qu'il y a des sanitaires pour le personnel? Oui, tout à fait. En fait, la cuisine est propre, tout se passe bien. Toutes les règles habituelles que l'on est amené à surveiller sont conformes, il n'y a pas de problème. Chambre, couloir, sanitaire, le reste de l'établissement semble tout aussi propre. Très bien. Question, la venue programmée de l'inspecteur y est-elle pour quelque chose? La directrice nous assure que non. On savait effectivement que vous alliez passer, qu'il y avait en plus cette caméra qui serait là, mais sinon, non, il n'y a pas eu de pratiques différentes qui ont divergé de notre pratique professionnelle au quotidien. Seule ombre au tableau dans cette journée, le témoignage de cette soignante que l'inspecteur décide d'entendre avant de partir. Selon elle, faute de moyens, il est parfois difficile de lever les malades sans les blesser. Est-ce que ça vous arrive de faire mal aux malades? Parfois, ils se plaignent qu'ils ont mal. Mais ça vient du fait que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui vous aiderait à bouger le malade. Oui. Est-ce qu'il y a des outils? Oui. Il n'y a pas d'élèves malades? Oui. Vous n'avez pas d'équipement? On n'a pas d'équipement. Pour cette soignante, cela ne fait aucun doute, un contrôle inopiné de l'inspecteur aurait été bien plus efficace. Si la DAS pouvait passer sans dire, ça aurait été mieux. Après 1h30 d'audition, il est 19h30. La journée se termine, pas le temps d'écouter d'autres employés. 5 mois se sont écoulés depuis cette visite. Le rapport d'inspection n'a toujours pas été rédigé, ni envoyé par les services de la DAS. Voilà. Question très simple, Madame Létard. Est-ce qu'un contrôle comme celui-là est vraiment utile? On a visiblement mis les petits plats dans les grands. Encore une fois, mon sentiment personnel, quand je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, ça a été de m'attaquer à ce sujet, de les doubler et de m'adresser aux DAS pour que justement les choses changent et que plutôt que des contrôles programmés, on utilise plutôt la méthode des contrôles inopinés, c'est-à-dire des contrôles jour comme nuit, sans prévenir les établissements. Il va falloir que je remette une piqûre de rappel à chacun pour rappeler l'ensemble des DAS à leurs responsabilités. Mais il faut savoir aussi que ces contrôles programmés ne sont pas la totalité des contrôles qui sont faits. 9 fois sur 10, nous disait notre inspecteur. La moitié des contrôles sont faits sur signalement. Et quand les contrôles sont faits sur signalement, la procédure est différente. Est-ce que vous avez les moyens de modifier ces contrôles? Un inspecteur pour 80 établissements, on l'a entendu là. Mais écoutez, 1000 contrôles sur une année par rapport à 10 000 établissements, ça permet quand même déjà d'avoir une mobilisation et en tout cas un signal de donner aux établissements. Maintenant, encore une fois, ça vient compléter un dispositif dans lequel nous avons besoin que chacun soit mobilisé. Oui. Non seulement l'État, mais l'État n'est pas seul, il y a les familles, il y a les professionnels. On voit bien que certains avaient la possibilité à un moment donné de tirer la sonnette d'alarme et d'accompagner l'État dans ses responsabilités. Et je crois que la responsabilité, elle est vraiment collective. Et ce n'est pas rejeter les torts ou aux uns ou aux autres. Simplement, ce sujet il nous concerne tous. D'accord. Je voudrais vous entendre là-dessus, Madame Hernandez et Monsieur Escribano. Est-ce que dans les établissements où vous travaillez, où vous avez travaillé, ces contrôles étaient redoutés? Est-ce qu'ils étaient préparés? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas redoutés. Absolument pas redoutés. Je suppose même que, bon, peut-être qu'après, il y avait un petit repas qui était prévu avec tout le monde. Bon, ça se passe toujours très, très bien. N'importe comment, ils passent rarement dans les étages. Ils vont dans les bureaux, ils regardent les papiers. Donc, c'est pas un travail sur le terrain. Vous êtes dans le public ou dans le privé? Alors, je suis dans le privé à but non lucratif.
D'accord. Voilà, donc budgété par le public. Voilà. D'accord. Donc nous sommes soumis donc à la DAS, aussi à la DACES. Monsieur Escribano. Il faut absolument renverser le rapport, ce n'est pas 9 sur 10. Et racontez-nous votre expérience à vous. L'expérience. Vous étiez en maison de retraite. Est-ce Oui. qu'il y a eu des contrôles qui ont déstabilisé la maison ou est-ce que tout ça était finalement prévu et un peu arrangé? Absolument pas, tout était prévu, tout était arrangé. Il y avait du personnel en renfort pour préparer cette visite-là. Et même à la fin d'une fois, dans un établissement privé, l'inspectrice est partie manger au restaurant, effectivement, avec le propriétaire de l'établissement. Bon, mais ça, on peut être cordial encore et malgré tout que le contrôle soit sérieux. Moi, je peux vous donner des exemples. Cet été, un signalement qui a été fait directement au ministère, comme il y en a qui nous remontent des DAS, en Seine-et-Marne, sans vous donner l'établissement, un étage total qui a été fermé parce que non adapté. Problème effectivement au niveau du personnel, au niveau de l'organisation, et des mesures ont été prises pour accompagner l'évolution de cet établissement. Mais vous nous parce citez un exemple. Sans fermeture, c'est un chiffre qui correspond à une partie des contrôles qui portent sur la vétusté des bâtiments qui ne sont pas toujours adaptés. Et ensuite, il y a des contrôles sur le fonctionnement de l'établissement qui n'amènent pas de fermeture toujours. On ne peut pas qui fermer amènent un établissement aujourd'hui. qui amène un changement d'équipe de direction. Bien sûr qu'on peut enfermer, on enferme 100. On peut enfermer malgré le manque de lits, malgré le manque d'établissements. Est-ce que, de fait, sincèrement, on peut fermer un établissement alors qu'il y a des listes d'attente qui s'allongent? On en a fermé 100. Mais oui, parce que quand il y a un bâtiment qui n'est pas aux normes de sécurité, on prend les mesures nécessaires. Quand vous avez des bâtiments qui, au niveau de la chaîne du froid, de la cuisine, posent des problèmes qui peuvent créer une épidémie de légionellose, par exemple, ou des difficultés de ce type, ça arrive. À ce moment-là, vous ne laissez pas les patients dans cet établissement. Vous prenez les dispositions nécessaires pour redéployer ces personnes âgées, mais à chaque fois que vous pouvez ne pas fermer, vous ne fermez pas et vous organisez les travaux de façon à ce qu'il y ait des opérations tiroirs pour que les personnes âgées n'aient pas à en pâtir. Monsieur Chanvert. Il faut contrôler ceux dont on soupçonne qu'ils dysfonctionnent gravement pour aller vers des fermetures. Ça veut dire que les contrôles, il ne faut pas dire plus de contrôles, il faut mieux de contrôles. C'est-à-dire qu'il faut concentrer les contrôles sur ceux sur lesquels on a des doutes. Moi, je connais bien Michel Desraux. Vous faites allusion à ce qu'on vient de voir. Avec le contrôle qu'on vient de voir. Il est évident que ce n'est pas avec ce type de contrôle qu'on va découvrir des problèmes majeurs. Ouais. Or, aujourd'hui, les DAS, Michel Desraux a raison de le dire, ils ne sont pas suffisamment nombreux et ils contrôlent, y compris les établissements qui fonctionnent extrêmement bien. Il faut concentrer les contrôles sur ceux sur lesquels il y a des problèmes. Et je le redis à Madame Létard, nous sommes prêts pour notre part, et nous l'avons déjà fait dans le passé, à collaborer avec l'État, à travailler avec l'État, avec les familles, les retraités, les consommateurs, pour mettre à plat ces établissements qui dysfonctionnent. Mais je le redis, votre reportage, il ne relève pas de cela. Ouais. Il faut bien savoir que votre reportage, je parle du premier, le deuxième aussi, il parle de la quotidienneté dans 70% des établissements. L'ordinaire, je le répète, on n'a pas choisi. Je le répète, Madame Létard. Ça fonctionne comme ça dans 70% des établissements où on manque nettement de personnel. 15 minutes pour une toilette, c'est ce qui se passe dans la majorité des établissements. Madame Hernandez dit la même chose. Pour une maison de retraite, vous avez 6 aides-soignantes. Enfin, si vous avez une aides-soignante qui peut laver 6 résidents le matin, ça n'existe très peu. Vous n'en avez pas. La nécessité de développer, d'améliorer la qualité. Chaque année, on fait augmenter le budget médico-social. La DAS a les moyens d'allouer les budgets. 6,3% d'augmentation du budget. Vous connaissez la réalité de la réalité financière de notre pays. Je pense qu'on est en plein dedans. 6,3% d'augmentation du budget. Et simplement, Monsieur Chanvert, dans le reportage que nous avons vu tout à l'heure, vous croyez qu'il n'y a qu'un problème de moyens ? Oui. Il n'y a pas un problème d'usure des professionnels, il n'y a pas un problème de parcours de formation, de parcours professionnel. Ça va ensemble. Madame Létard, j'en ai marre depuis 20 ans d'entendre des ministres m'expliquer que le premier problème, c'est la formation. Bien entendu, Force ouvrière comme l'ADEPA, comme les autres professionnels seront d'accord pour qu'il y ait plus de formation. Je dis simplement, Madame Létard, que les professionnels que nous avons vus, qui sont en grande souffrance, du plus modeste des agents de service jusqu'au cadre supérieur de santé, et probablement le directeur, je dis qu'on ne résoudra pas le problème de ces professionnels et des personnes âgées avec des contrôles et avec de la formation. Il faut de la formation, il faut des contrôles dans certains cas. Pour l'essentiel, il faut 2 fois plus de personnel. Nous le demandons depuis longtemps. Aujourd'hui, la Cour des comptes dit la même chose. La Cour des comptes dit dans son rapport de 2005 les besoins des personnes âgées sont couverts à moitié. Une douche tous les 15 jours. Alors, on répondra plus tard sur cette question des moyens, mais sachez que
pour contrôler, entre guillemets, une maison de retraite, il y a bien sûr le travail de l'ADAS, il y a aussi, on l'évoquait, le signalement des familles. Je voudrais maintenant qu'on se tourne vers quelqu'un qui nous a rejoint il y a un instant, Madame Lomanteau. Bonsoir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vécu et votre père a vécu une histoire particulière qui vous a amené à porter plainte. Il a été admis dans une maison de retraite où il est mort il y a quelques mois. Oui. Vous estimez que cette mort est suspecte. Pourquoi? Cette mort est suspecte. Donc mon père a chuté et on ne connaît toujours pas les circonstances de cette chute. J'ai demandé à plusieurs reprises par écrit, verbalement. On nous a annoncé des chutes différentes. Tomber du fauteuil, tomber du lit, tomber de sa hauteur. Mon père pesait 47. Vous n'avez pas eu finalement de précision? Mais je n'ai rien à ce jour. Actuellement, je n'ai que j'ai 6 versions différentes pour la chute pour cette chute. Je ne sais pas comment il a chuté. Cette chute a entraîné sa mort 24 heures après. Qu'est-ce qui vous laisse penser que dans cette maison de retraite, il y a peut-être eu des négligences? Est-ce que vous aviez constaté auparavant des choses qui vous avaient intrigué? Oui. Alors déjà, donc, je vais parler de la maltraitance, puisque mon père a subi beaucoup de maltraitance. C'est-à-dire? Défaut de soins, l'alimentation, l'hygiène. On se manifestait tous les jours auprès du personnel. On nous répondait, écoutez, je ne sais pas, je n'étais pas là. Adressez-vous, faites des courriers à la directrice. C'est bien, on a déjà notre père qui est en unité d'Alzheimer dans cette maison de retraite. On avait beaucoup de soucis, donc on a écrit à la direction. Ce que vous avez constaté, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu dans le film? Tout à fait. Le même genre de choses? Oui, le même genre de choses. Et vous avez fait un signalement à l'ADAS? Alors oui, j'ai fait un signalement à l'ADAS, donc peu de temps après le décès de mon père. Ils ont été, soi-disant, sur le terrain, donc le Conseil général ainsi que l'ADAS. Et j'ai reçu un rapport 4 mois après, en me disant que tout allait bien. Les seuls points à améliorer, c'est la communication entre les familles et la direction. Bon, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir affaire finalement à une sorte de loi du silence? Ah mais... il y a eu, oui. J'ai l'impression que c'était difficile de parler, de faire entendre des choses. On avait beau parler, mais j'avais une barrière devant moi. Je n'avais pas d'écho, personne ne me répondait. J'ai fait un dossier concernant le décès de mon père. J'ai envoyé ça aux autorités nationales et locales. Je n'ai pas reçu une seule réponse. On ne m'a pas dit, j'ai bien reçu simplement votre dossier. Non, j'ai rien. Alors, Madame Lomanteau, cet établissement dont vous parlez, dont on ne dira pas le nom, nous nous y sommes rendus. Nous avons rencontré une aide-soignante. Elle évoque, elle aussi, cette loi du silence. Regardez. La même route, tous les jours. Sylvie rend quotidiennement visite à sa mère, admise dans cette maison de retraite privée. Choquée par ce qu'il s'y passe à l'intérieur, elle a souhaité que nous l'accompagnions en caméra cachée. Bonjour. Ce matin, Sylvie s'en doutait. Sa mère est toujours dans la même tenue depuis plusieurs jours déjà. Bonjour. Bonjour. 4e jour dans le même vêtement. Ouais. Bonjour mamie. Bon. Oh, t'as le même t-shirt qu'hier, le même pantalon. Ça fait 4 jours ça. C'est parti. Non, on fait une toilette tout à l'heure. Un petit peu. Donc ils ont payé 2000 et des poussières un cadeau comme ça, les mêmes chaussettes depuis une semaine, 4 jours de pantalon, le même machin. Pour ce prix-là, Sylvie considère que ces négligences sont inacceptables. Je sais pas, 6 ans au moins. Ça fait 4 jours qu'elle a et la même veste, et les mêmes chaussettes, et le même pantalon surtout. Donc elle a des odeurs imprégnées forcément. Je savais pas, parce que moi j'étais pas là ce week-end. Et comme à chaque fois, le personnel semble ne pas être au courant. Le on ne sait pas, c'est récurrent, c'est tout le temps. On ne sait pas, ou je n'étais pas là, ou ah ben je ne peux pas vous dire je viens d'arriver, ou ah ben c'était pas moi ce matin. 6 ans déjà que la mère de Sylvie vit dans cette maison de retraite privée. Pas facile de savoir ce qu'il se passe réellement derrière les murs. La moindre question s'est prise comme une agression. Et je sais que le personnel avait l'ordre de ne pas s'adresser aux familles et d'être très évasif.
Cette loi du silence serait bien orchestrée par la direction de l'établissement. C'est aussi ce qu'affirme l'une de ces aides-soignantes que nous avons pu rencontrer. Le mot d'ordre, c'est de ne pas parler aux familles, de rien divulguer de ce qui est soin à leurs parents. Dans cet établissement, les conditions de travail seraient difficiles, selon Alexandra. Elles sont au total 8 aides-soignantes à s'occuper de 60 résidents. Un dysfonctionnement parfois lourd de conséquences. Les toilettes sont vraiment vite faites, donc un quart d'heure maximum, et les douches une demi-heure. On a vraiment l'impression d'être des robots. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de... Comme on est vraiment juste en temps, on ne fait peut-être pas attention. On est tellement dans notre travail qu'on ne peut pas réaliser que peut-être qu'on leur fait mal, quoi. Est-ce qu'il y a eu des accidents graves? Des chutes graves, oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 2 récemment. Il y a des moments où les résidents ne sont pas en sécurité. Le nombre de fois où j'ai trouvé des gens qui se promenaient dans les couloirs avec une culotte au bas des chevilles, qui à tous les instants pouvaient tomber, en me demandant où étaient les toilettes. Aujourd'hui, l'aide-soignante Alexandra culpabilise de ne pouvoir donner plus d'elle-même. Est-ce que vous avez la sensation des fois de ne pas faire correctement votre travail? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression quand je rentre chez moi, j'ai vraiment un mal-être comme quoi j'ai mal fait mon travail. Vous en discutez entre vous? Oh, énormément. C'est ça qui nous fait tenir. On en parle souvent à notre direction, mais ils nous disent qu'ils n'ont pas le budget. Voilà. La seule réponse, c'est le budget et le budget. Voilà, on en discute entre nous, mais on l'a entendu, le mot d'ordre, c'est ce qui était dit en tout cas, c'est de ne pas en parler aux familles. Madame Laumanteau, d'autres familles ont fait le même constat dans la maison où votre père se trouvait? Bien sûr. C'était très difficile finalement de parler, de dire les choses, d'avoir des précisions. On ne pouvait pas parler chaque fois qu'on s'adressait à une aide-soignante. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas là. On voulait voir la direction, il n'y avait personne. Donc, voilà, on sait à qui s'adresser. Alors, 2 autres personnes nous ont rejoints sur ce plateau que nous allons présenter maintenant. Evelyne Gossin, vous êtes directrice d'établissement, un établissement privé à but non lucratif. Et Joël Legal, vous êtes président de la Fédération nationale des associations des personnes âgées et de leurs familles. En quelque sorte, vous êtes la représentante de ces familles qui ont des personnes en maison de retraite. Madame Legal, ces familles-là, c'est l'impression que vous avez aussi, c'est le retour que vous avez de ces familles, que c'est difficile toujours d'avoir des précisions, des informations? Absolument. Je voudrais dire que le film qu'on a vu tout à l'heure n'est pas une fiction. Le film est une réalité, et comme le disait Pascal Chanvert, qui concerne environ 70% des établissements en France actuellement. Et effectivement, tout ce que nous avons relevé dans ce film correspond à ce que nous remontent les familles régulièrement des 4 coins de la France. Madame Gossin, votre sentiment alors, sur ce film, avant de parler effectivement de la difficulté peut-être de... Mon sentiment sur le film, effectivement, je rejoins les témoignages précédents en disant que ce n'est pas effectivement une science-fiction et que c'est bien malheureusement la réalité qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses maisons de retraite. Mais ce film, là où il me gêne, je ne voudrais pas effectivement qu'on puisse penser que les soignants sont des personnes terribles, atroces. C'est pas ce que montre ce document. Voilà, j'espère. Je pense qu'ils ne le montrent pas, mais je l'espère parce qu'effectivement, ils sont dans une souffrance terrible quand ils sont dans des situations comme celle-là. Parce que même si elle existe sur le territoire de manière effectivement importante, il n'en est pas moins vrai quand même. Comme on le disait, on parle de 70%, j'aurais envie de témoigner pour les 30%, parce qu'une maison de retraite qui fonctionne avec 2 aides-soignants pour 40 résidents, c'est inacceptable. Ce que je ne comprends pas, c'est que même un directeur l'accepte. Je ne comprends pas qu'un directeur n'aille pas faire le siège devant le DAS et ne lui rende pas les clés de sa maison. Voilà. Madame Legal, Valérie Létard est à côté de vous. Le numéro vert qui a été mis en service pour le signalement, puisqu'on parle de cette loi du silence, ce numéro vert, il fonctionne ou pas? Les familles qui sont chez vous, elles l'ont essayé, elles ont appelé, ça a marché? Mais monsieur, ce numéro vert est mis en place. On met en place un numéro pour la maltraitance, pour signaler la maltraitance. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, avant de mettre en place ce numéro, c'est donner les moyens aux établissements
d'être dans la position de ne plus maltraiter les personnes âgées. On peut continuer à mettre tous les numéros pour la maltraitance qu'on voudra mettre en France. Si on n'a pas donné les moyens aux établissements de ne pas être obligés à un moment donné de faire de la maltraitance, il ne sert à rien ce numéro. D'accord, on en parlera, mais ce numéro, c'est un acquis. Ça marche ou ça marche pas? 22 000 appels. 22 000 appels? 22 000 appels depuis le mois de février. Est-ce qu'ils sont suivis des faits? Parce que Mme Lemanteau avait l'air de dire, on a appelé, on a tiré toutes les sonnettes et finalement dont il une s'est pas grande passé majorité à grand-chose. domicile, je pense. Oui, bien sûr. Oui. 70% à domicile, 30% viennent d'établissements. Ça, c'est une information sur importante. 22 000. Voilà. Ça n'est Oui. pas rien. Ça, c'est une information importante. Il faut s'arrêter là-dessus. La maltraitance ordinaire, la maltraitance passive, comme on dit, et même active, c'est d'abord à domicile avant d'être dans les maisons de retraite. Ça, c'est une information qu'il fallait donner, sur laquelle il faut insister. En tout cas, qui est clairement plus identifié à domicile parce qu'il y a plus d'intervenants extérieurs qui peuvent tirer la sonnette d'alarme, peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux rappeler par rapport à ce numéro d'appel, c'est que ce numéro d'appel, c'est pas on appelle et puis rien derrière. Il y a une plateforme d'écoute avec des professionnels formés pour le faire, reliés ensuite à des opérateurs, à des plateformes, à des réseaux départementaux. Et en fonction de la nature, de l'appel, si je peux aller jusqu'au bout de mon explication. Tout le monde n'appelle pas parce qu'il est dans une situation de maltraitance. Il y a des personnes âgées qui se sentent en situation de détresse parce qu'ils sont isolés, parce qu'il y a un éclatement familial, parce qu'ils ne savent pas où s'adresser. C'est une première clé d'entrée. Ensuite, il y a sur ces 22 000 appels, plus de 4 000 cas qui peuvent être une situation de maltraitance ou de négligence. Et là, la procédure qui est entamée par les plateformes d'appel est adaptée à ce premier écoute, donc en fonction de la gravité ou de la situation qui est décrite, ce sont des professionnels différents ou des administrations différentes qui sont interpellées. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, madame. Madame Létard, j'appelle demain ce numéro et je dis, mon parent est douché quand on a le temps, mon parent est gavé tous les soirs en 10 minutes, mon parent devient incontinent parce qu'au bout d'un mois, on lui met des protections, on n'a pas le temps de l'amener aux toilettes. Et le panel que vous connaissez. Et on me répond quoi? Alors vous me dites demain, on met les moyens dans l'établissement. On donne le personnel. Ça veut simplement dire qu'au moins c'est un premier signalement qui permet à la DAS d'entamer une procédure de contrôle et d'aller effectivement. Madame Létard, encore une fois. Juste un point sur l'omerta, puisqu'on a dit que mais que font les directeurs? Mais moi je vais vous dire ce que font les directeurs. La majorité des directeurs dans le secteur sont des directeurs du secteur public, comme moi. Ces directeurs sont nommés par le ministre, notés par la DAS. Donc on leur dit, vous avez un budget, vous êtes obligés, on vous demande d'appliquer ce budget et de ne rien faire d'autre. Pour d'autres directeurs, comme Evelyne Gossens, qui sont dans le secteur associatif, on leur dit, voyons, madame la directrice, vous avez un projet d'extension? Vous comptez faire un recours en tarification contre le budget? Je vous le déconseille, sinon vous n'aurez pas votre autorisation d'extension. Et puis je vais vous donner une dernière anecdote. Je ne crois pas avoir la réputation d'être du genre à me taire facilement. Je vous dirai qu'un jour, dans son bureau, un ministre m'a demandé de lui rappeler qui m'avait nommé. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est l'un de vos prédécesseurs. Il m'a demandé de lui rappeler qui me notait. Je lui ai dit, c'est le directeur de la DAS. Alors il a eu un grand sourire, il m'a dit, ne l'oubliez pas trop. Ça veut dire que même à moi, qui suis président d'association nationale, on me fait comprendre, je ne donnerai pas le nom du ministre, non pas par sympathie, mais par égard pour lui, mais même à moi, on me demande de me taire. Donc si un certain nombre de directeurs se taisent, ce n'est pas vous. Madame Létard, je tiens à le dire que ce n'est pas vous. C'est pas possible. Oui, mais Madame Létard, je vous rassure, ce n'est pas vous ni Monsieur Bertrand. Alors, c'était Madame Létard, vous parliez d'isolement, on évoquait les familles. Là aussi, il y a tout de même quelque chose dans ce document qui nous saute au visage. C'est l'absence des familles. Et je voudrais qu'on réentende le témoignage d'un des résidents de la maison de retraite. Je vois personne de la journée, à part pour le déjeuner, il y a 4 heures. Personne. Ça, c'est pas vivre ici, hein. C'est survivre. Et encore, c'est croupir. C'est le sentiment que vous avez ici? Ah oui. Je veux bien qu'on n'est plus utile à rien, mais quand même, on n'est pas des chiens, hein. Les familles, grandes absentes. On ne les voit pas, elles ne sont pas là. Madame Le Gall, vous les représentez, les familles.
Là aussi, on peut leur demander des comptes quand même. Mais je ne voudrais pas que l'on reparte avec des familles comme ça s'est passé en 2003 lors de la canicule. On a dit les familles, elles sont absentes, c'est de leur faute, les parents meurent, etc. C'est une vraie question quand même. C'est une vraie question. Il n'y a personne. Oui, là. non, attendez. Ce qu'il faut dire d'abord, et on ne les a pas cachés. Hein. On ne connaît Notre enquêtrice ne les a pas vus. On ne connaît pas la situation entre les enfants et les parents, premièrement. Deuxièmement, la société évolue. Les enfants sont les 3/4 du temps à des centaines de kilomètres, pour ne pas dire des milliers de kilomètres de leurs parents. Le parent ne veut pas être déraciné de l'endroit où il a vécu sa vieillesse et ne veut pas se rapprocher de ses parents. Et puis à côté de ça, moi je tiens à dire quand même qu'il y a énormément de familles qui sont encore dans les établissements, énormément de familles qui sont là le midi et le soir pour aider à donner les repas aux parents, énormément de familles qui prennent le linge quand les établissements ne peuvent plus le laver, etc. Et que les familles sont quand même très présentes. Madame Gossin, elles sont très présentes, les familles, par exemple chez vous? Alors justement, c'est un élément important. Les familles, elles sont très présentes dans l'établissement. Très présentes. Il y a eu une époque où effectivement, ça dépend des unités. Parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les familles, quand elles arrivent dans un établissement qui dysfonctionne, quand elles arrivent dans un établissement où elles voient toutes ces situations avec des soignants qui essaient de faire du mieux possible, quand elles voient cette maltraitance, elles la voient, eh bien très souvent, elles préfèrent ne pas venir. Moi, j'ai vécu effectivement cette situation dans une unité spécifique Alzheimer en 2003 où les familles ne venaient plus. Les soignants étaient toujours absents. On était dans une situation, je ne vais pas dire comme le film, mais presque. C'est un cercle vicieux, C'est un cercle vicieux. J'ai décidé de prendre à bras-le-corps cette unité et j'ai décidé d'y mettre en place une formation spécifique. Parce que c'est vrai que les moyens, je suis d'accord, ils sont importants. Mais on va pouvoir en parler pendant 10 ans et j'espère qu'on n'en parlera pas pendant 10 ans, Madame le Ministre, et qu'on en aura. On va en parler dans 10 minutes, surtout. Ça ne fait pas tous les moyens. La formation du personnel, et même si est essentielle la formation du personnel. Moi, j'ai fait grandeur nature pendant 3 ans, une expérience dans cette unité Alzheimer, où les familles ne venaient plus, où le personnel était absent, où les patients étaient dans un état... C'était un peu comme moi-même, quand je passais devant cette unité, je me disais, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel, effectivement, à ce que l'on appelle la formation Gineste Marescotti. Vous en avez peut-être entendu parler, et les spectateurs n'ont peut-être pas entendu parler. Mais c'est une formation qui au Canada était assez répandue, et c'est une formation qui repose sur la philosophie de l'humanitude. C'est-à-dire qu'on forme les soignants. L'humanitude. L'humanitude. On forme l'humanitude contre la maltraitance. Oui. C'est de la bientraitance, en quelque sorte. C'est quoi, une charte? Alors, c'est pas une charte. Pour mieux se comporter. Ce sont des techniques. C'est quoi, des attitudes? Des attitudes, c'est-à-dire ça repose. Donnez-nous un exemple. Un exemple. Un être humain, quand vous êtes un petit bébé, vous êtes un être humain. Vous existez pourquoi? Parce qu'on vous regarde, parce qu'on vous parle, parce qu'on vous touche, parce qu'on a de l'empathie avec vous et on essaie de vous mettre debout, on s'occupe de vous. Une personne âgée qui ne communique plus avec l'extérieur, elle a besoin des mêmes attentions pour exister. Aujourd'hui, on est dans une espèce de cercle vicieux infernal, comme une personne, surtout les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui très souvent ont des comportements d'agitation pathologique très forts, ne communiquent plus, beaucoup d'angoisse, donc sortent de cet univers. Et les soignants sont un petit peu désarmés, donc tout est souffrance. La toilette est souffrance, le repas est souffrance, tout est souffrance. Cette formation, elle apprend aux soignants. Il y a 140, elle a été déposée il y a 26 ans d'ailleurs par Yves Gineste et Rosette Marescotti au Canada, puisque c'est là qu'elle a commencé. Mais ce que vous dites, pardonnez-moi, ça a l'air d'être une évidence. Oui, non, c'est en pas clair, évidence. vous dites, il faut bien s'occuper des gens. Non, oui, mais là, ce n'est pas une évidence. Parce qu'effectivement, j'en ai un petit peu marre. Je pose la question naïvement. Il suffit simplement d'avoir... Il faut avoir du cœur, il faut avoir du talent. Ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, si on a du cœur et du talent en plus de la formation, c'est merveilleux. Mais dites-moi, Madame Gossin, si on appliquait cette méthode là, dans l'établissement où nous étions, est-ce que ça pourrait marcher comme ça, j'allais dire, en quelques mois? Je vais vous dire, cette méthode, bien évidemment, marcherait, mais il faudrait déjà que le directeur soit impliqué, se pose des questions sur les effectifs, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait que 2 aides-soignantes pour 40. Il est quand même dans un soin de longue durée, donc ça, ce n'est pas normal. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il se pose des questions sur les effectifs, qu'ensuite, effectivement, il apprenne cette méthode, qu'il s'implique totalement, qu'il implique les cadres. Et elle repose... question d'état d'esprit, quoi. C'est pas qu'un état d'esprit, non, c'est une méthode avec des techniques. Là, on part du patient. Un patient ne veut pas faire sa toilette,
on attend, on va le voir, on lui parle, on revient, on le regarde, on l'accompagne. Il y a quand même 150 gestes techniques, à dont apprendre. un à apprendre. Alors, on voit que Mme Létard a l'air convaincue. Je voudrais juste vous demander votre avis de professionnel. Monsieur Escribano, Monsieur Soubeyran, je vais vous présenter dans une seconde, et Monsieur Chanvert. Monsieur Escribano. Moi, je connais ces méthodes. Je suis entièrement d'accord. Seulement, on en revient toujours au même niveau. Quand vous êtes une aide-soignante ou une infirmière et que vous avez 18 personnes devant vous. Je suis d'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas l'appliquer. Okay. Même sentiment, Monsieur Chanvert. Toutes ces belles théories, elles sont merveilleuses et je veux les appliquer. Écoutez, seulement, moi, je suis allée visiter cet établissement à l'invitation de Madame. Je suis allée visiter cet établissement. Il y a deux choses qui m'ont quand même interpellée. Un, on peut faire une toilette en apaisant le patient. Et au lieu de prendre plus de temps, ça en prend autant ou peut-être moins, parce que vous avez un patient qui n'est pas en résistance. Vous avez un patient apaisé. Parce que vous n'avez pas... Monsieur, jamais à 18, Madame Létard. Monsieur, non, mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Monsieur, je vous dis, très honnêtement, je ne tiens pas à occulter le problème, et je suis la première. Pourquoi je me suis investie? Avant de m'engager en politique, au service de la solidarité. J'ai moi-même été professionnelle du travail social et je suis convaincue qu'il faut faire des choses. Simplement, monsieur, à côté, entre être en résistance avec un patient et apaiser le patient. Le burn-out, on en parle toujours. Quand un soignant ne sait plus comment s'y prendre, faute d'acquisition de techniques, de bons gestes, pas commencer la toilette du visage d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer par le visage, parce qu'on sait que c'est une zone qui va l'agresser. Commencer par des zones neutres, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est une technique de bon sens. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas plus de personnel, mais qu'on peut faire les choses avec moins, par exemple, d'arrêt maladie des professionnels, parce que les choses se passent de façon plus apaisée. Il y a des solutions possibles. Il faut améliorer, donner plus de moyens, mais il y a aussi des méthodes et des formations qui doivent permettre d'aller plus loin. Attendez, je voudrais donner la parole à M. Soubeyran, qui n'a pas encore parlé, qui nous a rejoint, qui est gériatre à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Vous vous êtes fait remarquer avec la publication d'un livre collectif intitulé tout simplement, un titre choc, « On tue les vieux ». Est-ce que la méthode de bientraitance, comment vous l'appelez, l'humanitude peut être une recette contre la maltraitance? Alors c'est toujours pareil, je crois que si vous voulez, on s'aperçoit bien qu'on a un sujet très passionnel, là, qu'il y a des différentes sincérités, je dis, qui s'expriment, et le vrai problème, c'est de savoir est-ce que l'humanitude peut permettre d'harmoniser ces sincérités, parce que tout le monde est sincère ici. Ça c'est clair, je regardais l'émission tout à l'heure. Alors le problème, je crois qu'il y a, si vous voulez, que se dire avec l'humanitude, on va régler tous les problèmes, non. C'est très important l'humanitude, mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de personnes. Et moi, je vais vous donner un exemple précis. Il y a quelque chose, allez-y, Monsieur Soubeyran. Il y a quelque chose qui est important, si vous voulez. C'est, on demande pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner correctement les choses, comme on voudrait que ça fonctionne. Mais c'est qu'il faut que dans les établissements, ça a été évoqué. Moi, j'ai fait ma carrière dans le secteur public, que dans les services publics, il y ait véritablement des gens qui donnent l'exemple. C'est ça qui peut faire le lien. Mais là, vous êtes d'accord avec Mme Bosson. Oui, mais attendez, la fonction au niveau de la direction, c'est-à-dire, il y a des établissements qui sont. Mais bien sûr, attendez, d'abord, je ne parle pas pour donner raison à quiconque. Moi, je donne raison, je donne mon expérience. Alors, le problème, il est là, c'est qu'à partir du moment où vous dirigez correctement, il faut qu'il y ait des politiques de service. C'est-à-dire qu'il faut que le chef de service il soit présent. Il faut que le chef de service, je me souviens quand je suis rentré d'Afrique, parce que j'ai eu la chance de travailler en Afrique. Je suis rentré, c'était l'épidémie de sida qui commençait. Et je me souviens que les infirmières, elles n'osaient pas rentrer dans une chambre de peur d'attraper le sida. Attendez, c'était ahurissant. Bon, quand elles ont vu que j'y rentrais, quand elles ont vu que je touchais les malades de sida, qu'on a, si vous voulez, qu'on a amalgamé, au bon sens du terme, tous les patients avec les sida, etc., que tout ça s'est bien passé, mais tout est rentré dans l'ordre. D'accord, donc du savoir-faire, mais aussi des moyens. Vous entendez, Monsieur Escribano. Et je veux juste qu'on arrive sur cette question qui était en filigrane, on l'a entendu, de tout le débat, celle des moyens, celle du personnel. Je voudrais d'abord qu'on réentende à ce propos un extrait du film que nous avons vu. C'est une aide-soignante qui parle. Malheureusement, on est un peu contraint de faire les toilettes comme des robots, quoi. Parce que on ne sait pas. Bon, quand on est 3, ça va, mais quand on est 2 pour 36 résidents, c'est impossible, quoi. Faut faire les toilettes, faut faire le déjeuner, il faut distribuer le déjeuner à tout le monde. Après, il faut débarrasser tous les plateaux, il faut nettoyer les tables. Après, il faut faire la vaisselle. Après, il faut refaire les toilettes. Et tout ça en sachant que à 12h30, il faut que tu sois en bas pour faire le service de table, quoi. Bon, et là, je m'adresse au directeur d'établissement.
Monsieur Chanvert, peut-être, est-ce qu'une ou deux personnes en plus dans cet établissement remettraient en cause l'équilibre économique? Ah ben clairement oui, puisque cet établissement est un établissement public, ce n'est pas lui qui décide de son budget, c'est le Conseil général et c'est l'État à travers la DAS. Ce n'est pas un ou deux personnels en plus qu'il faut, on le voit bien, il faut au moins chaque nuit un personnel supplémentaire pour qu'elle soit deux, au minimum, au minimum. Et puis il faut beaucoup plus de personnel dans la journée. Nous demandons le doublement du nombre de professionnels pour que les toilettes, au lieu d'être en 15 minutes, le soient en 30. Pensons au temps que nous avons passé ce matin, chacun d'entre nous, dans notre salle de bain. 30 minutes, ce n'est pas du luxe. Pour que les personnels aient plus de temps pour accompagner les personnes pendant les repas. Et puis faire aussi qu'on n'ait pas cette situation que l'on a très bien vue, de personnes âgées qui sont seules dans un établissement, qui n'ont rien à faire. Il faut des animatrices, il faut des animateurs, il faut des psychologues. Voilà tout ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi il faut doubler le nombre des professionnels en établissement et aussi à domicile, parce que je ne veux pas qu'on oublie toutes les personnes âgées qui vivent à domicile et qui, elles aussi, ont de grandes difficultés. En très grand nombre. Et qui sont souvent une charge et qui ont compliquée pour ceux qui les accueillent. Madame Gossan, même constat que Monsieur Chanvert? Oui, avec une nuance, parce que c'est ce que je dis, comme j'ai eu la chance de faire cette expérience dans cette unité très particulière, et je l'ai menée quand même pendant 3 ans, avec des résultats miraculeux, on peut dire, puisque l'absentéisme a disparu, les comportements d'agitation pathologique ont été réduits de 95%, et on l'a vraiment démontré. Le turnover, et puis les familles sont personnel revenues. Constant. Voilà, tout à fait. À personnel constant, c'est très important. À personnel constant, et c'est là que je vais nuancer. Evelyne, oui, justement, oui, mais c'est bon, à personnel constant, certes, parce que dans mon établissement... Vous connaissez bien la maison, visiblement. Je suis arrivée dans mon établissement, mais j'ai pourtant les mêmes... Monsieur Chanvert est en établissement public, oui, mais un établissement qui fonctionne. Je suis dans pareil, hein, je suis dans un établissement privé, mais faisant fonction de service public, donc j'ai les mêmes règles que le public. J'ai simplement, comme c'est associatif, un peu plus de liberté. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'ai mis pendant 3 ans des moyens supplémentaires, mais la nuance, c'est que ces moyens supplémentaires dans cette unité existaient avant la formation. Et on était dans un état de désespérance quand même. Ça n'allait pas pour autant. Donc c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'ai des ratios qui sont beaucoup plus importants, puisque j'ai des ratios, j'ai une aide-soignante à peu près pour 6-7. Et je peux vous assurer qu'ils estiment que c'est insuffisant encore. Hein, dans le film, on a vu, c'était une pour 18 de mémoire. Ça, c'est pas possible. Attendez, parce que là, je voudrais juste comprendre. Voilà. Vous nous dites qu'il y a des établissements où il y a assez de personnel, il y a des établissements, visiblement, où on manque de personnel. Monsieur Soubeyran, qui fixe le budget? Attendez, qu'on s'y retrouve. Là, il faut faire de la pédagogie, s'il vous plaît. Monsieur Chanvert a un établissement public. Lui, il a suffisamment de personnel. Dans le film qu'on a vu, c'est un établissement public, et là, il y a un manque de personnel. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de personnel. Je pense qu'on pourrait améliorer les choses. Evelyne Gossens a 10 professionnels pour 10 personnes âgées dans son établissement. Mais on a vu que c'était un cas un peu particulier. J'ai 8 professionnels pour 10 personnes âgées dans les établissements que je dirige. La moyenne nationale est à 4,5 pour 10. Alors, pourquoi ces différences? C'est ça ma question. Pourquoi dirigeons des établissements qui sont largement au-dessus de la moyenne, mais il est prévu dans la loi de finances de la sécurité sociale, parce que ça, il faut le dire. Monsieur Chanvert, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi il y a cette différence? Je réponds à votre question. Je voudrais juste vous donner une information de ce qui risque d'arriver. Le principe de convergence tarifaire devrait permettre à terme une équité entre établissements et des économies pour les dépenses de l'assurance maladie. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que dans mon établissement l'an prochain ou dans l'établissement d'Evelyne Gossens, il y ait autant de personnel. Parce que la menace, c'est de reprendre à certains pour donner à d'autres. Maintenant, je réponds à votre question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de personnel dans un établissement que dans d'autres? Pour l'essentiel, c'est malheureusement l'histoire des établissements. C'est-à-dire? C'est le fait que nos établissements d'abord sont en Île-de-France, que les départements franciliens sont globalement plus généreux que ne l'ont été beaucoup de départements de province, pas tous, mais beaucoup de départements franciliens ont donné des moyens supplémentaires. C'est les départements qui décident. Là, il s'agit des départements, mais les départements ont leur part de responsabilité. Et puis, parce qu'il y a une tradition en Île-de-France, parce que les personnels s'organisent, parce qu'ils sont plus fortement syndiqués, eh bien, il y a des professionnels supplémentaires en Île-de-France. C'est une des raisons. Il y en a d'autres. Mais il y a des inégalités entre établissements. Ce que nous voulons donc, c'est qu'on augmente les très très pauvres
pour les hisser au niveau d'établissements comme celui d'Evelyne ou le mien, mais pas en diminuant ceux qui sont moins pauvres. Mais si on ne forme pas le personnel, mais il faut les former. Mais bien entendu, alors là, on est sur le tous d'accord, il faut plus de professionnels formés. Monsieur Soubert, là, on est bien d'accord. Aussi, si vous voulez, qu'on est dans une phase actuellement où il y a de grandes disparités sur le territoire français. Ça, c'est une réalité. Il est exact aussi qu'on est bien obligé de voir comment fonctionne le public, comment fonctionne le secteur privé. On est bien obligé. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité, qu'il faut le faire et que c'est une réalité de tous les jours. Bon, moi, je donne des exemples dans le secteur public. Par exemple, moi, j'ai eu, ces dernières années, j'ai dû fonctionner en sous-équipement infirmier, avec, par exemple, une infirmière, ce qu'on appelle en court séjour, c'est-à-dire où je soigne des pathologies aiguës. Une infirmière pour 17 Donc malades. Là, vous avez demandé au directeur de l'établissement des moyens en plus. Lui-même a demandé au département. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. On en est arrivé à engager des intérimaires. D'accord. Alors, et c'est grave, ça. Bon, est-ce qu'il y a... Madame Le Gall, on va parler du budget global. Le gros problème par rapport à ce budget, le gros problème aujourd'hui, on n'a pas défini l'utilité sociale de ce lieu de vie. On n'a pas défini ce qu'est le soin, ce qu'est le prendre soin. Nous n'avons pas de référentiel qui soit signé par le ministre, par le gouvernement, de référentiel qui disent, eh bien voilà, pour répondre à toutes ces questions, à toute cette prise en charge, pour la personne âgée, il faut une enveloppe de temps à côté. Et tant qu'on ne prendra pas ce problème dans ce sens, on n'y arrivera pas. On est loin du compte, Madame Le Gall ? Comment ? Au niveau budgétaire, est-ce qu'on est loin du compte pour que toutes les personnes âgées placées en institution aient droit aujourd'hui à un traitement normal ? Ça, écoutez, je pense que c'est plus les directeurs qui peuvent répondre que les familles. Nous, familles, nous subissons, nous voyons. Tous les jours, nous sommes à côté de nos parents âgés et nous voyons, nous constatons les manques. Est-ce qu'on peut... Nous voulons que nos parents âgés soient dans des lieux où ils vivent. La maison de retraite est un lieu de vie. La maison de retraite, la personne âgée a une empreinte digitale qui est une empreinte digitale personnelle. On veut qu'elle soit considérée comme telle et qu'elle ait une réponse comme telle. Regardez cette statistique simplement. C'est un chiffre, 1 700 € en moyenne, c'est le coût d'une place en maison de retraite tous les mois. Oui. Est-ce qu'on peut juste donner quelques informations de base pour ceux qui nous écoutent ? Sur ces 1 700 € en moyenne, combien payent les personnes âgées elles-mêmes ou leurs familles ? 60, 70%, 75% ? 60%. Elles payent plus de 60% de 700 €. C'est le coût moyen. Le coût moyen d'une maison de retraite. Voilà. Alors, je voudrais y ajouter que le coût moyen d'une retraite, c'est 1 100 €, et que le coût moyen d'un salaire aujourd'hui en France est de 1 550 €. Je voudrais ajouter que l'augmentation des maisons de retraite est de 5 à 6% par an, ce qui fait qu'en 12 ou 15 ans, on va doubler le coût des maisons de retraite. Et je voudrais savoir comment, dans les années qui viennent, nous, familles et nos parents vont s'en sortir. Alors, comment on va s'en sortir, Madame Létard ? Alors, d'abord, s'il y a une chose que je partage totalement avec Madame, c'est le reste à charge des familles qui est bien trop élevé. La réalité, et c'est vrai, c'est que pour une grande majorité des résidents, le reste à charge de la famille est supérieur au montant de la retraite. Alors comment on fait ? Et fait l'objectif du gouvernement est bien celui-là. Il est bien de réduire le reste à charge et il est bien d'améliorer la qualité. C'est tout le débat que nous avons actuellement avec l'ensemble des partenaires sur le 5e risque dépendance, c'est-à-dire comment améliorer la prise en charge non seulement de la dépendance de façon qualitative, mais en plus accompagner le reste à charge des familles. Et ce sont les deux chantiers qui s'offrent à nous, sur lesquels nous devons débattre, non seulement sur le contenu des prises en charge, c'est le débat que nous venons d'avoir, parce qu'on est bien conscient qu'il faut améliorer les choses, même si, encore une fois, on le voit bien entre Mme Gossens ou M. Chanvert, on voit bien que si tout le monde est d'accord sur les moyens nécessaires, on peut lutter contre l'absentéisme, on peut améliorer la qualité de la prise en charge. Une personne âgée peut terminer ses jours en établissement sans que ce soit la torture et un supplice lorsqu'on y a un projet d'établissement, comme vous l'avez dit, Madame. La question que je veux vous poser, Madame Létard, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas très loin, Madame Létard. Les moyens. Ça fait 15 ans que vous nous dites, donnez-nous l'argent, on en fera ce qu'il faut. Eh bien, on peut construire ça ensemble, essayer de le faire avec tout le monde. Faisons-le, Madame Létard. Monsieur, c'est l'objectif du 5e risque. Et nous sommes tous autour de la table, tous les partenaires de la CNSA sont invités à des groupes de travail. C'est ensemble qu'on construit tout. Vous êtes d'accord qu'il y a urgence, Madame Létard ? Vous êtes d'accord qu'il y a urgence ? C'est bien premier semestre 2009, débat sur le 5e risque. Madame Létard, en même temps, on a l'impression qu'il y a urgence depuis 20 ans. Mais oui, mais bien sûr. Voilà 1 an et 3 mois que je suis arrivée au gouvernement. En 1 an et 3 mois, nous avons obligé
le non-report des conventions tripartites. C'est quoi une convention tripartite? C'est la médicalisation de toutes les maisons de retraite. Il faut savoir qu'en France, il y avait des maisons de retraite qui accueillaient des personnes dépendantes non médicalisées. On voit qu'aujourd'hui, avec le maintien à domicile plus longtemps, celles qui arrivent en maison de retraite sont forcément lourdes en prise en charge. Toutes, aujourd'hui, plus de 97% ont signé une convention. Ça n'était pas fait jusque-là, ça faisait 7 ans que c'était reporté, d'année en année. On ne voulait pas le faire. Maintenant, c'est fait, ça s'est accéléré. Je précise juste, Madame Létard, que ce n'est pas vous en tant que personne à qui je pose la question. Mais ce qu'il faut savoir, simplement qu'on a le sentiment... On ne regarde pas les trains passer. Ce que je veux dire, c'est que sur les numéros d'appel, sur les contrôles, Monsieur Chanvert, sur les contrôles, on les a doublés et on va faire en sorte qu'ils soient surpris. Je vous repose la question simplement. Attendez, excusez-moi. Je change un peu de registre. Je vous repose la question simplement. Est-ce qu'on n'a pas, depuis des années, sous-estimé totalement le mouvement démographique qui fait qu'aujourd'hui les personnes âgées et très âgées sont en nombre très important. Bien évidemment. Et est-ce qu'on n'est pas en train de le sous-estimer pour l'avenir, de faire encore la même chose? Je voudrais juste ajouter que vous parlez des EHPAD, vous parlez de cette signature de convention tripartite. Vous savez, la position des familles, elle est terrible par rapport à ces maisons qui ont signé, qui sont devenues EHPAD, à juste titre, comme vous le dites. On téléphone, on appelle ces maisons pour demander une place. On lui dit, votre parent, à quel taux de perte d'autonomie? Ah, alors, ça s'appelle des GIR, excusez-moi, c'est pas un très joli mot. Il est en GIR 2, il est en GIR 3. Désolé, on ne peut pas le prendre, on n'a pas les moyens. Alors que le gouvernement impose que les établissements signent des conventions tripartites, ça veut dire établissements pour personnes âgées dépendantes. Madame on ne nous les prend pas. Madame Le Gall, c'est à vous que je pose la question. Regardez le chiffre, 700 000 places aujourd'hui dans des maisons de retraite. Il en faudrait combien? Vous êtes pris au dépourvu. C'est ça, à peu près 100 000. Combien? À peu près 100 000 supplémentaires et doubler le nombre des services. Et on en construit combien chaque année? Pardonnez-moi, c'est important. Et combien y en a-t-il de plus chaque année? On n'a aucune information officielle. On n'a aucune information officielle. Là aussi, nous demandons de la transparence. Nous demandons que les pouvoirs publics nous donnent, département par département, le nombre d'ouvertures de places en établissement et en service à domicile chaque année. Nous ne l'avons pas. Est-ce que vous avez ce chiffre? Nous ne l'avons pas. 7500 places en établissement pour personnes âgées dépendantes, avec en plus des structures d'accueil de jour et d'hébergement temporaire, chaque année. sont autorisées chaque année. C'est inexact. Ensuite, il y a un problème qui est réel depuis des années. C'est la procédure d'instruction pour avoir entre l'autorisation de financement d'une maison de retraite et sa sortie de terre. Donc il n'y a pas cette place créée. Attendez, mais Monsieur Chanvert, laissez-moi terminer. Cette procédure, ça fait des années qu'elle existe. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an? Eh bien, c'est ce qu'on fait, monsieur. Loi Patience Santé Territoire. Appel à projet. Réduire les délais. Les passer de 4 à 5 à 2 à 3 ans. C'est un objectif prioritaire parce qu'on veut accélérer les créations de places. Simplement, vous savez comme moi, que des procédures qui sont présentes dans tous les départements de France, vous ne les changez pas en 3 secondes. Monsieur Soubeyran, s'il vous plaît, monsieur Chanvert. Vous avez raison. D'abord, je voudrais dire, moi, je ne suis pas là pour faire le procès à Mme Létard. Je dois dire personne ne fait un procès à Mme Létard, je vous rassure. Quand j'entends un petit peu ce côté un peu passionnel, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des patients, peut-être qu'ils aimeraient savoir par qui seront-ils pris en charge demain au point de vue médical, par exemple. Bon, donc il y a le problème de la formation des médecins, la formation des gériatres. Tout à l'heure, moi j'ai vu dans le film un médecin, je pense qu'il a intérêt à faire une qualification gériatrique, vous voyez, ce médecin, voilà. Et je crois qu'il y a un problème très grave là, parce que comment rendre attractif une discipline qui, si au premier abord, on voit le film qui a été fait... Est-ce que vous nous dites qu'on manque de personnel? Je dis qu'actuellement, on manque de médecins qualifiés. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des postulants? Alors, mais si vous voulez, peut-être essayons de voir les choses, si vous permettez, Madame la Ministre, pas uniquement à travers des termes, simplement à travers une réalité. Voilà. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que actuellement, les jeunes étudiants, je suis aussi professeur de gériatrie, ont un certain désintérêt pour la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils la trouvent trop lourde et qu'ils ne la trouvent pas valorisante. Alors, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Et on s'aperçoit que lorsqu'on leur donne une éducation bien faite, on s'aperçoit que d'un seul coup, ils découvrent quelque chose et que ça les intéresse. Donc, il y a un vrai problème là. Le problème, c'est celui de la mise en place d'une vraie politique gériatrique, mais qui touche tous les aspects de la gériatrie. Simplement, vous, monsieur Soubeyran, vous avez du mal aujourd'hui à recruter des gériatres? Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, des infirmières, mais bien entendu, des aides-soignantes. Mais c'est évident. Je pense que les gens qui sont autour de moi le reconnaîtront. Parce que c'est dévalorisé, parce que c'est mal payé. Mais oui, il faut le dire. Et justement, il faut rendre sa valeur, il faut rendre sa noblesse à cette prise en charge, parce que sans support. Oui, mais on dit comme ça, il faut rendre sa noblesse, mais vous voyez bien que. Mais justement, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il faut être concret. Donc, commençons par adapter la formation des étudiants en médecine dans les facultés de médecine à la réalité gériatrique de notre société. Alors, il y a des efforts qui sont
fait. Encore une fois, si vous permettez, Madame, je voudrais terminer. Je ne dis pas que tout est négatif, c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vous savez, aussi en tant que femme politique, vous vous projetez dans l'avenir. Et bien moi, en tant que formateur, je me projette aussi dans l'avenir. Et ce que je vois dans l'avenir, c'est une certaine crainte. Et c'est une certaine désaffection, parce que les jeunes étudiants en médecine sont plus intéressés par des disciplines apparemment plus valorisantes, qui les fatiguent moins. Oui, et puis peut-être aussi par la dermatologie, parce que par des disciplines plus valorisantes. Et je crois qu'il y a un réel problème, parce que tout ce que vous pouvez mettre en place là, comme procédure remarquablement efficace, etc., j'en doute pas, mais vous allez les faire fonctionner avec qui? Monsieur Pujadas. Attendez, monsieur Scribano, parce qu'il demande la parole depuis longtemps. Concernant cette formation d'infirmières et d'infirmiers, je crois que la valorisation, ce n'est pas du tout avec ce qui pointe à l'horizon, c'est-à-dire de réduire la formation des infirmières, la durée de la formation de 4750 heures à 4200. C'est-à-dire qu'on risque de passer en dessous du seuil qui va nous donner le niveau européen. Alors vous dites qu'il y a un décalage entre les discours et les actes. J'ai reçu hier soir, c'est-à-dire la formation des infirmières, elle est prévue sur 4750 heures en ce moment. Bon, il y a un projet qui pointe à l'horizon, on m'en a alerté, ça date de hier soir, ça risque de passer à 4200, c'est-à-dire en dessous du seuil qui permettrait au diplôme d'État français d'avoir l'équivalence européenne. Alors ce n'est pas en dévalorisant un diplôme d'État d'infirmier qu'on arrive à motiver les professionnels et à venir là-dedans. Là aussi, il y a un gros risque. À l'heure où on dit qu'on a besoin d'être formé davantage, donc de rajouter des heures, et surtout en gérontologie. Est-ce que je peux vous poser une question taboue? Est-ce que je peux vous poser une question un peu taboue? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tous ces problèmes de moyens, d'état d'esprit, de formation, dans notre inconscient, l'idée que la vie de quelqu'un de très âgé vaut peut-être moins que la vie d'un patient ou d'un jeune. C'est un problème culturel profond. Il y a aussi un autre aspect, si vous voulez. C'est l'image de notre mort aussi. Oui, bien sûr, c'est difficile. Et c'est un sujet très difficile, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Mais il y a aussi que dans toute personne qui s'occupe, quelle qu'elle soit, tout agent qui s'occupe des personnes âgées, elle ne peut pas, cette personne, ne pas penser à sa mort également, qui transparaît à travers la personne qu'elle a en face d'elle. Alors c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Ça, alors je poursuis un peu. Est-ce que ce réflexe-là, inconscient, les trois quarts du temps, est naturel ou est-ce qu'il faut le combattre? Non, il est éminemment culturel. Et là, on est d'accord avec Valérie Létard. Il est éminemment culturel. Il y a 200 ans, ce qui était insupportable, c'était le parricide en criminologie. Aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est l'infanticide. C'est-à-dire que la place de l'enfant est devenue dans notre société tout à fait importante, et c'est bien légitime, mais la place de la personne âgée a été considérablement dévalorisée. Et là, pour le coup, si tous les gouvernements dans une démocratie, depuis 20 ou 30 ans, ne se sont pas suffisamment préoccupés de ces questions, c'est bien parce que ça n'est pas qu'un problème politique. Et c'est bien pourquoi personne n'est ici pour agresser Valérie Létard. C'est qu'il y a bien un problème sociétal plus large. Et de ce problème sociétal, il faut aussi parler. Alors, on arrive à la fin de notre émission et je voudrais... Ce tabou est entretenu par la barrière de l'âge. Parce que c'est vrai qu'avant 60 ans, ce sont des personnes handicapées. Après 60 ans, nous sommes des personnes dépendantes. Un dernier mot, Madame Létard, puis après on va conclure. Simplement, M. Pujadas, par rapport à cet aspect de la formation qui est essentiel, on va manquer de professionnels. Il va falloir créer 400 000 emplois dans le champ du médico-social d'ici 2015 pour accompagner l'évolution démographique. Il faut rendre attractifs ces métiers, du plus bas au plus haut niveau de qualification. C'est l'objet d'un plan métier qu'on expérimente dans 3 régions cette année et qu'on va généraliser avec toutes les régions candidates, qui va porter sur une information, une sensibilisation, aussi bien des élèves en formation initiale qu'en formation continue, sur un travail avec les écoles, les étudiants en médecine, sur un travail sur les contenus des formations, sur un travail sur les modules complémentaires pour faire en sorte, Monsieur Pujadas, qu'une personne qui est soignante, qui va devoir prendre en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ait les contenus de formation supplémentaires. Et on donnera 2,5 millions d'euros à chaque région, alors que ce n'est pas notre compétence, pour renforcer et accélérer l'effort, parce qu'on pense qu'il faut aider les établissements. Et on prendra 50%, Monsieur Chanvert, du départ en formation, du coût de remplacement des professionnels qui partiront en formation dans les établissements pour aider les établissements et qu'ils qualifient leurs professionnels, parce qu'on est convaincu que c'est essentiel, que c'est ça qui est au cœur de la bientraitance, c'est d'avoir des professionnels qui soient formés, accompagnés, en plus de l'évolution des effectifs. On est bien d'accord, Monsieur Chanvert. Merci à vous tous d'avoir été là pour cette première des Infiltrés. Je vous invite à poursuivre le débat sur Internet, les Infiltrés, sur le site france2.fr qui est très complet, vous verrez. On se retrouve dans 15 jours avec un droit de suite. Ce sera le cas chaque quinzaine dans les Infiltrés, un droit de suite sur ce numéro
Que s'est-il passé depuis? C'est ce qu'on verra. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de cette émission. Et on se retrouve dans 15 jours, tout de suite le dernier journal. Merci. Merci.